Chapitre 1 Le jardin de Brackendon Hall. Les rosiers de Brackendon Hall étaient célèbres dans tout le comté. Ils poussaient dans des massifs soignés et formels bordant une longue allée de graviers, chaque arbuste étant taillé avec tant de soin qu'aucun pétale ne tombait prématurément. En juin, lorsque les fleurs atteignaient leur plus belle floraison, les visiteurs des domaines voisins venaient simplement flâner dans le jardin et admirer cette explosion de couleurs. Pourpre, ivoire, rose tendre et un rouge velours profond, presque noir, que Lord Brackendon qualifiait d'unique dans sa collection. C'est par un chaud après-midi de juin que j'ai découvert le jardin pour la première fois, ainsi que les personnages qui allaient là bientôt se retrouver liés par la tragédie. Moi, le capitaine Arthur Hastings, j'avais été persuadé par une vieille connaissance, l'inspecteur Barnes, de l'accompagner à Brackendon Hall. Il avait, selon ses propres termes, une curieuse affaire à examiner, bien qu'il fût d'un flou exaspérant quant à la nature de cette affaire. Nous sommes arrivés un peu après 15 heures, le crissement des pneus de la voiture sur l'allée de gravier annonçant notre présence. Brackendon Hall lui-même se dressait dans une splendeur majestueuse. Pierre claire, hautes fenêtres à meneaux, et lierre grimpant sur l'aile sud comme pour l'entourer. D'un côté, les jardins s'ouvraient à travers une arche en fer forgé, les roses resplendissant comme éclairées de l'intérieur. Lord Brackendon nous accueillit en haut des marches. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand et toujours droit, avec l'air buriné de quelqu'un habitué aux activités de plein air. Pourtant, il avait la bouche serrée, une tension dissimulée. « Inspecteur, capitaine Hastings, » dit-il d'une voix parfaitement polie et parfaitement distante. « Je vous suis reconnaissant d'être venu si vite. » La formalité me laissa perplexe. Ce n'était pas vraiment l'accueil que l'on attendait d'une visite amicale. Barnes, pour sa part, hocha brièvement la tête et murmura quelque chose comme « un événement malheureux ». Je ne tardai pas à comprendre ce qu'il voulait dire. On nous conduisit au salon, où le thé était disposé sur une table basse. 4 autres personnes y étaient déjà assises. Lady Eleanor Brackendon, grande et imposante, avec des cheveux auburn parfaitement bouclés. Elle avait une immobilité qui pouvait passer pour du calme, même si le léger tremblement de sa main lorsqu'elle leva sa tasse de thé la trahissait. Mademoiselle Clara Whitby, une jeune femme d'une 20aine d'années, à la peau pâle, au regard inquiet et à la robe lavande délicate qui semblait lui nuire. Elle fut présentée comme la nièce de Lady Eleanor. Monsieur Gerald Dane, le jardinier en chef du domaine, un homme nerveux à la peau bronzée par le soleil et à la manière de parler étonnamment raffinée. Dr Lionel Crowthorne, le médecin du village, au visage rond, jovial et semblant légèrement déplacé au milieu de la grandeur formelle. Lord Brackendon ne perdit pas de temps en plaisanteries. « Inspecteur Barnes, » commença-t-il, « comme je l'ai expliqué dans ma lettre, il y a eu un incident dans la roseraie. Je préfère garder le silence autant que possible. Le comté est prompt au ragot, et je ne veux pas que Brackendon devienne l'objet de vaines spéculations. »« Tout à fait, » murmura Barnes, ses yeux se tournant vers moi comme pour dire « Nous y sommes. » « Peut-être pourriez-vous expliquer la nature de cet incident. » Lord Brackendon hésita. Son regard se porta brièvement vers les porte-fenêtres qui s'ouvraient sur la terrasse et au-delà, sur le jardin. « Hier matin, dans le jardin sud, mon jardinier a découvert. » Il s'interrompit, jeta un coup d'œil à Dane et sembla peser ses mots. « Ce que je ne peux qualifier que de spectacle des plus macabres. La terre au pied du massif central de roses était tachée, de rouge. » La tasse de thé de Lady Eleanor tinta contre sa soucoupe. « C'était du sang, inspecteur, » dit-elle avec une brusquerie soudaine. Inutile de le formuler avec plus de douceur. Le sol sous nos rosiers en était imprégné. La pièce semblait se refroidir. Je sentis un léger picotement dans la nuque. Barnes se pencha en avant. « Du sang animal ?»« Nous n'en sommes pas certains, » dit le docteur Crowthorne. Il n'y avait aucune carcasse, aucun signe de lutte, du moins pas celui qu'on pourrait attendre d'un animal attaqué. C'était étrange. Le sang semblait avoir été versé là, presque délibérément. Et puis,
disparu. Parti, ai-je répété. Disparu le lendemain matin, dit Dane à voix basse, imprégné de terre. Et les roses. Sa voix s'éteignit, visiblement troublée. Elles étaient plus rouges que je ne les avais jamais vues. Trop rouges. Il y eut un silence pendant lequel je pouvais entendre le faible tic-tac de l'horloge de la cheminée. Lord Brackendon se redressa. Je ne suis pas superstitieux, mais Brackendon a de vieilles légendes, des histoires selon lesquelles le jardin aurait été planté sur un sol peu fertile. Je ne souhaite pas qu'elle ressuscite. Il faut enquêter sur cette affaire, discrètement, avant que des langues oisives ne s'en mêlent. C'est à ce moment précis que la porte du salon s'ouvrit et qu'entra une petite silhouette impeccable, vêtue d'un costume gris parfaitement taillé, de chaussures en cuir verni étincelantes et d'une moustache aussi précise que si chaque poil avait été posé à la règle et au compas. « Ah, mes amis, » dit Hercule Poirot en s'inclinant légèrement, « vous avez un problème avec vos roses, n'est-ce pas? Alors voyons si nous pouvons les convaincre de parler. » J'ignorais sa présence, mais tandis que je regardais Poirot balayer la pièce du regard, scrutant chaque détail, des scones intacts à la légère trace de terre sur la manchette de M. Dane, j'éprouvais l'étrange certitude que quelle que soit l'étrange affaire qui l'attendait, la vérité, aussi troublante soit-elle, ne lui échapperait pas. Chapitre 2. La mort parmi les roses. Le lendemain matin, clair et doré, une de ces journées d'été qui font oublier tout ce qui est désagréable. Les pelouses de Brackendon Hall luisaient légèrement de rosée, et l'air transportait ce parfum mêlé d'herbes, de terre et de fleurs, propre aux jardins anglais. Pourtant, même dans cette sérénité, je sentais que quelque chose clochait. Peut-être était-ce dû à la façon dont les domestiques se déplaçaient plus vite que d'habitude dans les couloirs, à voix basse. Peut-être était-ce dû à la vue de Lord Brackendon, seul au bord de la terrasse, le regard perdu dans les jardins, comme si les roses elles-mêmes l'avaient trahi. Je m'étais levé tôt, en partie par habitude et en partie par curiosité. L'affaire des roses saignantes était déjà étrange, mais avec Poirot sur les lieux, il semblait certain que l'affaire allait prendre une tournure plus sombre. Mon ami était déjà debout, impeccablement vêtu, et sirotait du chocolat dans la salle à manger comme s'il y était né. « Vous vous levez tôt, Hastings, » observa-t-il en posant sa tasse. « Vous avez l'air d'un homme qui s'attend à une journée intéressante. » « Eh bien, je suppose que oui, ai-je admis. Les roses, le sang, il y a quelque chose d'étrange là-dedans, Poirot. Et Lord Brackendon semblait profondément perturbé hier. Je me demande... Tu te demandes si on aura un crime avant la fin de la semaine. » Sa moustache tressaillit légèrement. « Je me le demande aussi, mon ami. En fait, il marqua une pause, inclinant la tête vers les portes-fenêtres qui donnèrent sur la terrasse. Je pense qu'on n'aura pas à attendre longtemps. » À ce moment-là, une silhouette traversa la pelouse en courant. Un jeune homme vêtu du pantalon de velours côtelé brut et des manches retroussées d'un jardinier. Son visage était pâle sous le coup du soleil, et il se déplaçait avec la hâte incertaine de quelqu'un apportant des nouvelles urgentes. « Monsieur Dane, monsieur !» haleta-t-il en s'arrêtant brusquement devant la porte ouverte. « C'est mademoiselle Whitby. Elle est... » Il déglutit difficilement. « Elle est dans le jardin sud. Je crois qu'elle est morte, monsieur. » Les mots semblèrent flotter dans l'air un instant avant que la pièce ne s'anime. Poirot se leva aussitôt. Lord Brackendon apparut sur les marches de la terrasse, et je me retrouvai à les suivre tous deux, tandis que nous descendions précipitamment le sentier vers les rosiers. La scène était d'une beauté grotesque. Le jardin sud était baigné de soleil, les rosiers en fleurs, leurs pétales d'une vivacité presque obscène. Et là, effondré au pied du massif central, celui qui avait été taché de rouge 2 jours plus tôt, gisait mademoiselle Clara Whitby. Sa robe lavande était froissée et striée de terre, ses cheveux pâles étalés sur le gravier. Un bras était tendu vers les rosiers, comme pour les attraper. Il suffisait d'un regard pour comprendre qu'elle était irrécupérable.
Sa peau avait la douceur de la cire, celle de la mort, et ses lèvres étaient teintées d'un curieux gris-bleu. « Docteur Crowthorne !» aboya Lord Brackendon, bien que le médecin ait déjà traversé la pelouse à grands pas. Il s'agenouilla, posa 2 doigts sur sa nuque, et au bout d'un moment, secoua la tête d'un air sombre. « Elle est partie, » dit-il doucement. « À première vue, je dirais du poison. Assez rapide. Il y a une légère odeur ici, d'amandes amères. Le cyanure, » murmura Poirot, les yeux plissés. « L'un des poisons les plus théâtraux. Il tue rapidement et laisse derrière lui un parfum de mort. » Barnes, qui était apparu derrière nous, s'accroupit pour examiner le sol. Pas de verre, pas de tasse, pas de nourriture, rien qui aurait pu la contenir, et elle n'était pas du genre à transporter du poison dans son sac à main. « Elle était en détresse hier, » a déclaré Lady Eleanor, qui nous avait rejoints avec un calme remarquable pour quelqu'un confronté au corps de sa nièce. Elle se plaignait de maux de tête, de nervosité. Mais je n'aurais jamais imaginé. Poirot se tourna vers elle. « Madame, pardonnez-moi, mais insinuez-vous que ce soit de votre faute ?» Le regard de Lady Eleanor était fixe. « Je n'insinue rien, monsieur Poirot, simplement que Clara était troublée. Elle n'était pas heureuse ici. » Un léger murmure parcourut le petit groupe de spectateurs, 2 domestiques qui avaient quitté la maison et un valet de pied qui s'attardait au bord du chemin. Le regard perçant de Poirot les observa tous avant de revenir au corps. « Inspecteur Barnes, » dit-il enfin, « je suggère que nous évacuions les autres du jardin. C'est maintenant une scène de crime, et les rosiers, ils en ont trop vu. » Barnes hocha la tête et commença à reconduire la maisonnée vers la terrasse. Mais Poirot resta agenouillé à côté de Miss Whitby, son regard fixé non pas sur son visage, mais sur sa main. « Hastings, » dit-il doucement, « regarde ici, tu vois ?» Je me suis penché plus près. Ses doigts étaient immaculés d'une fine poudre sombre, presque noire sur la pâleur de sa peau. « De la terre de jardin ?» ai-je suggéré. « Non. Ce n'est pas la terre du massif de rose. Elle est trop fine, trop uniforme. Et voilà encore cette légère odeur. Mon ami, je crois qu'elle n'a pas bu le poison. Elle l'a manipulé. » Je fronçai les sourcils. « Mais pourquoi ?» Poirot se redressa, époussetant une poussière imaginaire de sa manche. « En effet, à moins que on lui ait donné quelque chose à tenir. Quelque chose de beau. Quelque chose de mortel. » Ses yeux se posèrent sur les roses, leurs pétales luxuriants et luxuriants sous le soleil. L'espace d'un instant, je crus y lire du dégoût, comme s'il ne les considérait pas comme des fleurs, mais comme des complices. Lord Brackendon revint d'une brève entrevue avec Barnes. « Poirot, » dit-il d'un ton lourd, « je dois vous demander d'examiner cette affaire, discrètement si possible. Je ne supporte pas l'idée que la police rôde dans les jardins et que la presse en fasse tout un plat. » Poirot inclina la tête. « Vous pouvez compter sur moi, monseigneur. Mais vous comprenez bien que s'il y a eu crime, la vérité ne restera pas enfouie. Comme les roses, elle reviendra à la surface. » En revenant vers la maison, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le soleil brillait toujours aussi fort, l'air était toujours aussi chaud, et les roses ondulaient doucement dans la brise. Mais la beauté du paysage s'était transformée en quelque chose de menaçant. Quelque part à Brackendon Hall, me disais-je, quelqu'un était déjà en train de calculer, décidant ce qu'il fallait cacher, ce qu'il fallait avouer et qui soupçonner. Et si je connaissais Poirot, il se mettrait bientôt à secouer chaque branche jusqu'à ce que le fruit coupable tombe. Chapitre 3. Poirot commence ses questions. La salle à manger de Brackendon Hall avait l'air d'un lieu où règne l'ordre. Chaque chaise était parfaitement alignée, l'argenterie polie comme un miroir, et les hautes fenêtres laissaient entrer une abondante lumière matinale. Pourtant, ce matin-là, l'atmosphère était fragile, comme si l'air lui-même était à l'écoute. Poirot avait choisi la pièce pour sa première série d'enquêtes, expliquant qu'un fauteuil confortable, une vue sur le jardin et le fait de savoir qu'on est observé sous de nombreux angles, ces choses-là délitent les langues. L'inspecteur Barnes avait accepté,
même s'il gardait son poste juste à l'intérieur, son carnet prêt. J'étais posté à côté de Poirot, non pas parce qu'il avait besoin de mon aide, mais, comme il me l'avait dit un jour, parce que votre honnêteté, Hastings, apaise les coupables et rassure les innocents. Les deux sont utiles. Le premier à être invité était M. Gerald Dane, le jardinier en chef. Il entra d'un pas raide, celui qui n'apprécie pas d'être interrogé, sa casquette à la main, les yeux fixés par-dessus l'épaule de Poirot. « Monsieur Dane, » commença Poirot en joignant les mains sur la table, « c'est vous qui avez découvert les... roses saignantes, n'est-ce pas ?»« C'est exact, monsieur, » répondit sèchement Dan. « Il y a 2 matins. On aurait dit que quelqu'un avait versé de la teinture rouge dans le sol. Impossible de savoir comment elle est arrivée là. Pourtant, vous avez entretenu ces jardins pendant 15 ans, n'est-ce pas ?» La bouche de Dan se serra. « 18. 18, » répéta doucement Poirot. « Alors, vous sauriez si quelqu'un entrait dans le jardin pendant la nuit. Il n'y a pas de portail, pas d'entrée facile pour les étrangers, non ? Il y a une porte au fond, mais elle est verrouillée. Les clés sont entre mes mains et celles de Lord Brackendon. Seulement 2 clés ? Oui. » Poirot pencha la tête. « Et ce matin-là, vous étiez seul lorsque vous avez découvert cette étrange vision ? » « Oui, » répondit Dane. Son regard se porta vers la fenêtre, où l'on pouvait à peine apercevoir les roses onduler au vent. Il n'a pas touché la terre. J'ai immédiatement appelé sa seigneurie. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et pourtant, hier, quand on a retrouvé la pauvre mademoiselle Whitby, il y avait sur ses doigts une fine poudre noire, très semblable à la terre des rosiers, mais pas tout à fait. Qu'en pensez-vous, monsieur ? Dan se tortilla, mal à l'aise. Je ne saurais dire. Peut-être qu'elle était en train de tailler. Elle aimait flâner dans les jardins, même si elle ne travaillait jamais beaucoup elle-même. Après le départ de Dane, Poirot murmura « Un homme qui aime ses roses n'aime pas en parler à propos d'un meurtre. » Mais il en sait plus qu'il n'en dit. Le prochain à être convoqué fut de cœur Lionel Crowthorne, et il entra précipitamment avec l'air vif et efficace d'un médecin, même si j'ai remarqué la légère trace de sueur sur son front. « Docteur, » dit Poirot, « vous avez examiné mademoiselle Whitby et déclaré qu'elle avait été empoisonnée au cyanure. En êtes-vous certain ? » « Plutôt sûr, » répondit Crowthorne en s'installant dans son fauteuil. « L'odeur était indéniable. Bien sûr, il faudrait une analyse chimique approfondie pour être concluant, mais, eh bien, j'ai déjà vu du cyanure, en temps de guerre surtout. » « Ah oui, la guerre. On a appris beaucoup de choses à cette époque, hein. Dites-moi, docteur, vous connaissiez bien mademoiselle Whitby ? » ?»« C'est bien. Elle est venue me voir pour des maux de tête, du stress. Rien de particulier. » « A-t-elle déjà parlé d'ennemis ?» Crowthorne haussa les sourcils. « Des ennemis ? Non, certainement pas. Elle n'était pas du genre à inspirer l'hostilité. » Poirot haussa légèrement les épaules. « Et pourtant, nous y voilà. Une jeune femme est morte, et par une méthode qui exige de la précision. Le cyanure n'est pas un poison facile à trouver de nos jours, à moins d'y avoir, comment dire, accès. » La main du médecin se crispa sur l'accoudoir de son fauteuil. « Suggérez-vous ? » ?»« Je ne suggère rien, docteur. J'observe. C'est mon habitude. » Une fois Crowthorne parti, Poirot s'autorisa un léger sourire. « Voyez-vous, Hastings, le bon docteur est sur la défensive. Pourquoi ? Parce qu'il a accès à des poisons et qu'il sait que cela attirera l'attention. Notre troisième visiteur était Lady Eleanor Brackendonnel, entra avec la grâce d'une reine tenant sa cour, sa robe de soie vert foncé captant la lumière. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle avant qu'il puisse parler, « je tiens à clarifier une chose. Ma nièce était troublée, malheureuse certes, mais je ne permettrai pas que sa mémoire soit souillée par des allusions à un scandale. » Poirot inclina la tête. « Tu étais proche d'elle. Elle est venue vivre avec nous après la mort de ses parents. C'était il y a 4 ans. J'ai fait ce que j'ai pu pour subvenir à ses besoins. Vêtements, compagnie, une place chez nous.
La voix de Poirot était douce, et elle était reconnaissante. Lady Eleanor hésita, puis esquissa un léger sourire. Gratitude n'est pas un mot que je choisirais. Clara était agitée, insatisfaite. Elle désirait plus que ce que Brackendon pouvait lui donner, plus que la vie peut-être. Était-elle amoureuse? Le regard de Lady Eleanor se refroidit. Si c'était le cas, elle me l'a caché. Et si elle avait des ennuis, je préférerais ne pas le savoir. Une fois partie, Poirot se laissa aller en arrière. C'est elle qui contrôle la maison, Hastings, et ces femmes-là contrôlent souvent aussi la vérité. Enfin, Seigneur Brackendon Hill prit lui-même la présidence. Il paraissait plus vieux que la veille, comme si la mort lui avait ôté une couche de vigueur. « Poirot, dit-il lourdement, je ne sais pas ce que tu t'attends à trouver. La mort de Clara est une tragédie, mais si elle s'est suicidée... » Poirot leva la main. « Milord, je ne crois pas. Elle n'a pas bu le poison. On l'a mis sur ses mains. » Les sourcils de Brackendon se froncèrent. « Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Je dis que quelqu'un a souhaité sa mort, et qu'elle soit, comment dire, poétique. Elle a été trouvée parmi les roses. Elle est morte à leur contact. » Un silence pesant et absolu s'installa. Barnes griffonnait dans son carnet, et je ressentis un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la pièce. Une fois les entretiens terminés, Poirot se leva, ajusta sa cravate et me dit doucement : « C'est bien ce que je pensais, Hastings. Le jardin n'est pas seulement un lieu de beauté, c'est la scène sur laquelle se joue une pièce. Et les acteurs y sont encore tous. » Chapitre 4. La floraison des fausses pistes. L'après-midi d'été était d'une tranquillité trompeuse. Le soleil illuminait les allées de gravier, les abeilles bourdonnaient paresseusement parmi les massifs de lavande, et un léger parfum de rose flottait depuis le jardin sud. Pourtant, sous ce calme se cachait une tension, comme le calme avant l'orage, tandis que la maisonnée s'activait sous le regard invisible de Poirot. Il n'avait pas encore partagé ses pensées en détail, mais je savais, pour l'avoir connu de longue date, qu'il avait déjà commencé à les rassembler dans son esprit. Poirot ne poursuivait jamais les suspects avec frénésie. Il les observait plutôt jusqu'à ce qu'ils se trahissent. Et maintenant, semblait-il, il avait l'intention de percer la première fissure dans la façade. Nous étions assis dans la bibliothèque, dont les portes-fenêtres donnaient directement sur les jardins. Poirot était en train d'astiquer ses lunettes, signe évident. J'avais appris que son esprit s'aiguisait, lorsque l'inspecteur Barnes apparut à la porte. « Poirot, dit-il, j'ai parlé à l'un des jardiniers auxiliaires. Il s'appelle Peter Hollis. Il jure avoir vu mademoiselle Whitby dans la roseraie tard la nuit précédant sa mort. » Poirot leva les yeux. « Tard dans la nuit, dites-vous? Et elle était seule? » ?»« C'est ce qu'il dit. Vers 11 heures. Elle tenait quelque chose dans ses mains, petit, sombre, comme une boîte. Hollis pensait que c'était un coffret à bijoux. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et c'était dans ce même lit de rose qu'elle a été retrouvée? » ?»« Oui. Mais voilà, Hollis a aussi aperçu M. Dane rôdant sur le côté du chemin peu après. Il dit qu'il avait l'air agité. Je me suis penché en avant. Ça me paraît plutôt suspect, Poirot. »« Mais oui, Hastings, » dit Poirot d'un ton doux. « Ça a l'air suspect. Ça a l'air... aussi c'est suspect. C'est pourquoi nous devons l'examiner avec la plus grande prudence. » Barnes fronça les sourcils. « Tu penses que Hollis ment ? » ?»« Je trouve, dit Poirot, que Hollis nous a offert une histoire aussi soignée qu'une comptine. Et la vraie vie, mon cher, est rarement aussi complaisante. Néanmoins, Dan fut convoqué à la bibliothèque. Il entra avec la même expression réservée que précédemment, les mains jointes dans le dos. « Monsieur Dane, dit Poirot, on dit que vous étiez dans le jardin tard dans la nuit il y a 2 jours. Vous y avez vu Miss Whitby. Peut-être lui avez-vous même parlé. » La mâchoire de Dane se serra. « Je ne l'ai pas vue. J'étais dans mon cottage, endormi. Celui qui t'a dit le contraire fait des bêtises. » « Alors vous n'avez effectué aucun travail dans les rosiers cette nuit-là ? » ?»« Non. Je m'en occupe le matin. Je l'ai toujours fait. »
Poirot le regarda un long moment. « Et la porte verrouillée, vous êtes certain qu'elle était sécurisée ?»« Certainement. Je le vérifie tous les soirs. » Quand Dane fut parti, Barnes murmura « Il ment. »« Peut-être, » dit Poirot. Ou peut-être dit-il la vérité et un autre ment pour lui. Les deux sont intéressants. Cet après-midi-là, Poirot décida d'aller prendre l'air dans les jardins. Je l'accompagnai, carnet à la main, même si je doutais qu'on me demande autre chose que du soutien moral. Nous marchions lentement le long des sentiers, nous arrêtant souvent pour que Poirot puisse se pencher et examiner quelque chose d'apparemment insignifiant. Le bord, perturbé d'un parterre de fleurs, une empreinte de pas dans la terre plus molle, une tige cassée là où quelqu'un avait frôlé trop brutalement. Au jardin sud, Poirot s'arrêta brusquement. « Regarde, Hastings !» dit-il en désignant le gravier à côté du parterre central. Je m'accroupis pour regarder. Une fine poudre noire se trouvait là, dispersée sur le bout des doigts de mademoiselle Whitby. « Ils ont raté ça, » murmura Poirot. « C'est la même substance, et voyez-vous, elle n'est pas répartie uniformément. Il y a un petit sentier qui mène vers ce sentier latéral. » Nous suivions le sentier jusqu'à un petit banc en fer forgé, planté au milieu des rosiers. Là, sur le siège, reposait un pétale séché, d'un rouge si intense qu'il en était presque noir. Poirot le ramassa d'une main délicate. « Une rose de la variété la plus sombre, » dit-il. « Et pourtant, il y a quelque chose d'anormal ici. L'odeur, Hastings. Je l'ai fait, et j'ai senti la légère odeur âcre de la même odeur amère qui s'était accrochée à Miss Whitby. « Des pétales empoisonnés ?» m'exclamai-je. « Peut-être. Ou peut-être un pétale qui effleura des mains empoisonnées. Quoi qu'il en soit, cela nous indique que la méthode était aussi théâtrale que mortelle. Quelqu'un souhaitait sa mort. » Par Mills Rose, touché par elle. De retour au manoir, une nouvelle complication surgit. Lady Eleanor demanda un entretien privé avec Poirot. Elle nous reçut dans son salon, où les murs en soie bleu pâle et la porcelaine délicate dégageaient une impression de raffinement parfait. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle, « je réfléchissais. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Clara était très attachée à un certain gentleman, même si j'hésite à le nommer. » Poirot inclina la tête. « C'est important, madame. Vous devez le faire. » Elle hésita, puis dit doucement. « Gerald Dane. Je crois qu'ils étaient ensemble. Pas ouvertement, bien sûr, mais je les ai vus marcher ensemble plus d'une fois, parlant à voix basse. Et Clara n'était plus elle-même après, parfois rouge, parfois pâle. Je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil à Poirot. Si c'était vrai, cela expliquerait peut-être pourquoi Dane était près des roses ce soir-là, et pourquoi Hollis l'avait peut-être vu. Poirot, cependant, se contenta d'acquiescer. « Merci, madame. C'est intéressant. » En quittant la pièce, j'ai murmuré « Voilà, le mobile. Peut-être une liaison qui a mal tourné. Ça expliquerait pourquoi Dane ment. » La moustache de Poirot se contracta. « Cela expliquerait tout, Hastings. C'est précisément pourquoi nous ne devons pas nous en contenter. Un motif qui nous est donné si clairement qu'il nous détourne souvent de la véritable raison. » Ce soir-là, la maisonnée se réunit pour le dîner, la conversation étant discrète. Poirot, étonnamment silencieux, observait chaque visage comme s'il s'agissait d'une pièce sur l'échiquier. J'ai remarqué des détails. Lady Eleanor évitant le regard de Dane, Dane parlant peu et mangeant moins, Lord Brackendon observant tout le monde avec l'air d'un homme comptant les pièces après un vol. Même le docteur Crowthorne semblait moins jovial qu'avant, jetant des coups d'œil vers les fenêtres dès que la conversation s'interrompait. Plus tard, tandis que les autres s'éloignaient, Poirot me toucha le bras. « Hastings, remarquez-vous que chaque personne ici porte une ombre. C'est bien. Mais maintenant, il faut voir qui projette la plus longue, car le jardin, mon ami, est plein de fausses pistes, et l'une d'elles sent encore l'amande. » Chapitre 5. Un indice dans les pétales. Le lendemain de notre découverte du pétale empoisonné, le ciel était gris et lourd, les nuages s'abaissant au-dessus de Brackendon Hall, comme si la maison elle-même se préparait à un événement désagréable.
Les roses dehors semblaient briller encore plus intensément dans la lumière terne, comme si elles défiaient le ciel. Poirot apparut au petit déjeuner plus tard que d'habitude, sa cravate en soie parfaitement nouée, sa moustache impeccablement peignée, mais son expression curieusement concentrée, le regard d'un homme qui a beaucoup réfléchi pendant la nuit. « Mon ami, » dit-il en s'asseyant et en versant le café avec une délicate précision. « Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour à la roseraie. Mais cette fois, nous ne regarderons pas les fleurs. » J'ai haussé un sourcil. « Alors, qu'est-ce qu'on cherche ?»« Une preuve, Hastings. Quelque chose d'infime, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et pourtant, il est là. » L'inspecteur Barnes nous rejoignit peu après, le visage ridé par le manque de sommeil. « J'ai reparlé à Hollis, » rapporta-t-il. « Il jure avoir vu mademoiselle Whitby porter cette petite boîte la veille de sa mort. Il dit qu'elle était sombre, presque noire, et qu'elle la tenait avec précaution. » Poirot remuait lentement son café. « Prudemment, comme on tient quelque chose de fragile, ou comme on tient quelque chose de dangereux ?» Barnes haussa les épaules. « Ça pourrait être les deux. Il insiste toujours sur le fait que Dane traînait dans les parages après. » Poirot se leva. « Venez, messieurs. Voyons où notre petite traînée de poudre et de pétales peut nous mener. » Nous retournâmes au jardin sud, l'air humide chargé des parfums mêlés de terre et de fleurs. Poirot avançait avec sa précision habituelle, chaque pas mesuré, son regard se portant vers le sol, les bancs, les bordures. Près du parterre de roses centrales, le même où Miss Whitby avait été retrouvée, il s'arrêta brusquement et s'accroupit. « Regarde, Hastings, que vois-tu » J'ai regardé. Au milieu du gravier se trouvait un pétale de rose, d'un rouge profond, dont les bords s'enroulaient. Il aurait pu s'agir de n'importe lequel des centaines disséminées naturellement, mais celui-ci semblait différent. « Un autre pétale, dis-je, mais il est plus foncé, presque noirci. »« Oui, et sens-le. » Je l'ai fait, réprimant un frisson lorsque le léger parfum d'amande a de nouveau frappé mon nez. Poirot sortit son étui à cigarette en argent, l'ouvrit avec précaution pour y placer le pétale comme un bijou précieux. « Nous devons le préserver. Voyez-vous, Hastings, ce n'est pas une décomposition ordinaire. C'est la marque d'un produit chimique, et une rose ne devrait jamais en rencontrer. » Barnes fronça les sourcils. « Alors les pétales ont été traités ?» Poirot se redressa. « Il est possible que les pétales eux-mêmes aient été, pour ainsi dire, enduits d'une fine couche de poison. Un seul contact, et le poison se dépose sur les doigts. De là sur les lèvres, le nez, les yeux, le poison fait son effet. » Je fixai les roses. « Mais qui se donnerait la peine de faire ça ? C'est diabolique. » Les yeux de Poirot brillèrent. « C'est aussi artistique, Hastings. Et les meurtriers qui sont des artistes sont à la fois dangereux et vaniteux. Ils laissent derrière eux leurs petites fioritures, leurs signatures. » Nous continuâmes notre chemin, dépassant le banc où nous avions trouvé le premier pétale. C'est là que Poirot s'arrêta de nouveau, se penchant cette fois pour examiner quelque chose à moitié caché sous la coudoir en fer forgé. Avec un léger « Ah !» il se pencha et en sortit un petit objet, un fin morceau de ruban de velours noir, long de quelques centimètres à peine. Un bord était effiloché, l'autre légèrement taché de noir. « Du velours !» murmura Poirot, « et d'une qualité qu'on ne retrouve pas sur les chapeaux de jardinier. Non, ça vient d'un vêtement de dame, ou peut-être d'une boîte ?» Barnes le regarda fixement. « Tu penses à l'histoire de Hollis, la boîte noire que portait Miss Whitby. » Exactement. Ce ruban pourrait servir de bordure à une telle boîte, si elle l'a tenue cette nuit-là et qu'il contenait les pétales empoisonnés. Il s'interrompit, faisant tourner délicatement le ruban entre ses doigts. Il faut voir si quelque chose dans la maison lui correspond. De retour à l'intérieur, Poirot commença ce que je ne peux décrire que comme une invasion polie de Brackenden Hall. Lady Eleanor fut la première à recevoir le ruban. « Avez-vous déjà vu cela auparavant, madame ?» Elle le prit entre le pouce et l'index, fronçant légèrement les sourcils. « On dirait le ruban d'une boîte à bijoux, mais pas à moi. »
Clara avait peut-être quelque chose de similaire. Elle avait une petite boîte noire dans sa chambre, mais je n'y avais jamais prêté beaucoup d'attention. « Serait-il encore là » demanda Poirot. « Je suppose que oui, à moins que… » Lady Eleanor hésita. « À moins que ce ne soit avec elle dans le jardin. » Poirot inclina la tête. « Puis-je voir sa chambre ?» La chambre de Clara Whitby se trouvait à l'est de la maison, donnant sur une petite pelouse. C'était une chambre de jeune femme, avec une curieuse absence de chaleur personnelle. Pas de photos de famille, pas de désordre, seulement quelques livres soigneusement empilés sur la coiffeuse. Poirot se déplaçait lentement, ouvrant les tiroirs d'un geste léger, jetant un coup d'œil dans l'armoire et le bureau. Puis, dessous le lit, il sortit une boîte en bois peu profonde, vide. Sa doublure en velours noir était usée au centre, et une légère odeur persistait sur le pourtour. « Des amandes, » dit doucement Poirot. « Voilà, Hastings. La boîte, Hollis l'a vue, et voyez, la doublure est du même tissu que le ruban. » Barnes l'examina d'un air sombre. Si la boîte contenait les pétales, alors celui qui les a déposés là a dû manipuler le poison lui-même. Il a dû être prudent, avec des gants, peut-être. « Peut-être, » dit Poirot. « Mais n'oubliez pas, inspecteur, les gants peuvent être retirés, et les traces restent. » En quittant la pièce, Poirot affichait une attitude pensive. Nous en savons désormais davantage. L'arme du crime n'était ni une tasse de thé ni un verre de vin, mais la beauté elle-même, les roses, transformées en instruments de mort. Et la boîte, c'était la livraison. Mais qui l'a donnée à mademoiselle Whitby, et pourquoi l'aurait-elle acceptée? J'ai suggéré, si elle devait rencontrer Dane ce soir-là, peut-être qu'il le lui a apporté. Poirot secoua la tête. Trop simple, Hastings, et tu sais que je déteste les réponses trop simplistes. Ce soir-là, après le dîner, Poirot fit une promenade solitaire dans la longue galerie. Je le rejoignis à mi-chemin, là où il s'était arrêté pour examiner les portraits. « Dites-moi, Hastings, » dit-il sans se retourner, « si un homme offre un cadeau à une dame, souhaite-t-il généralement rester anonyme ? » « Pas s'il veut l'impressionner, » dis-je. « À moins, bien sûr, qu'il ait une raison de se cacher. » « Exactement. Et notre meurtrier, il se cache. Mais pas pour longtemps. » Il se retourna alors, et dans le reflet des hautes fenêtres, je vis un léger sourire sur son visage. C'était le sourire que j'avais déjà vu lorsque Poirot avait flairé la proie, et qu'il ne la lâchait pas avant d'avoir trouvé la proie. Chapitre 6. D'autres mensonges font surface. La pluie est arrivée pendant la nuit, une pluie diluvienne et continue qui a trempé les allées de gravier et a alourdi les pétales de rose. Au matin, Brackenton Hall avait le silence feutré d'un lieu qui retient son souffle. Poirot, cependant, était dans un état d'énergie tranquille. Ses yeux brillaient, et bien qu'il prenne son petit déjeuner avec son calme habituel, je percevais le mouvement de ses petites cellules grises, aussi sûrement que s'il s'agissait d'un mécanisme d'horlogerie derrière son front. « Mon ami, » dit-il en beurrant son toast avec une précision chirurgicale, « aujourd'hui nous creusons sous la surface. Hier nous avons trouvé la boîte, le moyen du crime. Mais la boîte n'est que l'emballage. Le cadeau qu'elle contient est le mobile. » J'ai souri faiblement. « Tu crois que le mobile sera facile à trouver ?» Poirot me lança un regard légèrement réprobateur. « Hastings, quand est-ce que c'est facile ? Non, non, il faut chercher les mensonges. On les raconte avec tant de charme, mais ils sont comme les mauvaises herbes dans un jardin. Ils se trahissent si on sait où les chercher. » Le premier mensonge, l'alibi du Danois. L'inspecteur Barnes avait déjà prévu de s'entretenir à nouveau avec M. Gerald Dane, et cette fois, la rencontre eut lieu dans le hangar à rempotage, un long bâtiment bas au fond des potagers. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide et de l'odeur plus piquante de l'engrais. Dane était à l'établi en train de trier des paquets de graines quand nous sommes entrés. Il leva les yeux avec méfiance. « Monsieur Dane, » commença Barnes, « je vais vous demander à nouveau, où étiez-vous la nuit précédant la mort de mademoiselle Whitby ?»« Dans mon cottage, » répondit promptement Dane. « Je te l'ai déjà dit. » Poirot avança d'un pas,
examinant une pile de pots en terre cuite comme s'il contenait la clé de l'affaire. « Et vous n'êtes pas allé du tout au jardin sud ?»« Non. »« Curieux, » dit Poirot, « parce que Peter Hollis insiste sur le fait qu'il vous a vu là-bas. Il décrit même votre veste, en velours côtelé marron, avec une déchirure sur la manche gauche. » La bouche de Dane s'ouvrit, puis se referma. Hollis parle trop. S'il a vu quelqu'un, ce n'était pas moi. Peut-être, dit doucement Poirot, mais la déchirure sur la manche. Ce n'est pas si courant, hein? Dites-moi, monsieur Dane, si je demandais à la blanchisseuse, me dirait-elle qu'elle l'a réparée pour vous hier matin? Les mains de Dane se crispèrent sur les sachets de graines jusqu'à ce qu'ils se froissent. Écoute, j'étais au jardin, oui. Je ne voulais pas le dire avant, parce que je rencontrais quelqu'un en privé. Mais ça n'avait rien à voir avec la mort de Clara. Ah, le regard de Poirot s'éclaira. Et qui était ce quelqu'un? Je ne peux pas te le dire. Tu peux, répondit doucement Poirot, et tu le feras. Sinon la suspicion grandira comme un liseron, et bientôt tu seras complètement étouffé. Dan hésita un long moment, puis dit à contre-cœur, « C'était Lady Eleanor. Elle m'a demandé de la retrouver là-bas, tard. Elle voulait me parler de Clara. » Le deuxième mensonge, l'omission de Lady Eleanor. Nous avons trouvé Lady Eleanor dans le salon du matin, sa robe de soie verte aussi impeccable que si elle sortait d'un portrait. « Madame, » dit Poirot avec une légère révérence, « je suis troublé. Hier, vous ne m'avez pas parlé de votre rencontre avec M. Dane dans le jardin. Et maintenant, il affirme que c'est vous qui l'avez convoqué. Le sang-froid de Lady Eleanor était remarquable. S'il dit ça, c'est forcément vrai. J'avais l'intention de garder l'affaire privée. Il s'agissait d'une affaire de famille. » Poirot haussa un sourcil. « Une affaire de famille dans la roseraie, à 11 heures du soir ?» Ses lèvres se courbèrent légèrement. « C'est calme là-bas, et cela concernait l'avenir de Clara. J'avertissais M. Dane que toute relation entre eux était inappropriée. » Poirot pencha la tête. « Alors, tu savais qu'ils étaient impliqués ?» »« Je m'en doutais. Je ne voulais pas que sa réputation soit compromise. »« Et pourtant, » murmura Poirot, « il est curieux que vous ayez omis cela hier soir. Une rencontre innocente n'a pas besoin d'être cachée. » Le regard de Lady Eleanor croisa le sien avec un air neutre. « Monsieur Poirot, une dame a le droit de garder certaines choses privées. Je ne vois pas la nécessité de me défendre davantage. » Après l'avoir quitté, Poirot dit doucement, « Tu vois, Hastings, elle dit la vérité d'une main, le mensonge de l'autre. Il faut décider laquelle est laquelle. » Le troisième mensonge, les finances du docteur Crowthorne. Notre visite suivante nous a conduits au cabinet du village, où le docteur Crowthorne préparait ses consultations matinales. La petite salle d'attente sentait légèrement le désinfectant et les parapluies mouillés. « Docteur, » dit Poirot après les premières politesses, « je suis perplexe. Vous avez dit ne connaître mademoiselle Whitby que comme une patiente souffrant de maux de tête et de nervosité. Et pourtant, dans sa chambre, j'ai trouvé un reçu, pour un paiement en espèces, assez important, effectué à votre nom il y a 2 semaines. » Les yeux de Crowthorne vacillèrent. « Oui, elle m'a demandé de lui fournir des somnifères, plus forts que d'habitude. Je les lui ai facturés. » Le ton de Poirot était doux. « Mais pourquoi en espèces ? Elle préférait que ce soit comme ça. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Et vous n'avez pas trouvé étrange qu'une femme jeune et en bonne santé demande une grande quantité de somnifères ?» Crowthorne hésita. « Je n'ai pas posé de questions. J'aurais peut-être dû. Mais on a peu d'argent, monsieur Poirot. Un cabinet de campagne ne paie plus autant qu'avant. » En partant, Barnes a murmuré. « Alors, les poches du bon docteur ne sont pas aussi profondes qu'elles en ont l'air. Ça pourrait être un motif suffisant. »« Peut-être, » dit Poirot. « Ou peut-être que le paiement ne concernait pas du tout des somnifères. » L'ombre dans le jardin. Cet après-midi-là, Poirot fit une promenade solitaire dans le jardin, tandis que la pluie cessait. Je le suivis à distance, carnet à la main, mais il ne sembla pas me remarquer. Il s'arrêta plusieurs fois, devant le banc, devant le massif de roses, et enfin devant le portail verrouillé, tout au fond. Il resta là un long moment,
puis se pencha et ramassa quelque chose dans le sol humide. C'était un autre pétale, pâle, presque blanc, avec une seule goutte de rouge séchée sur le bord. Il l'a tenu à la lumière, et j'ai vu que le rouge n'était pas naturel. « De la peinture, Hastings, » dit-il doucement. « Et là où il y a de la peinture, il y a un artiste. » Ce soir-là, la maisonnée se réunit dans le salon avant le dîner. L'atmosphère était tendue. Chacun semblait observer les autres comme pour mesurer leurs mouvements. Poirot s'assit près du feu, les doigts croisés. « Mes amis, dit-il, je pense que bientôt les roses parleront. Mais avant cela, je dois arracher les mauvaises herbes, les mensonges qui ont été semés pour étouffer la vérité. Certains sont petits, d'autres grands, mais tous doivent être arrachés. » Lord Brackendon fronça les sourcils. « Sous-entendez-vous que nous vous avons tous menti, Poirot ?» La moustache de Poirot tremblait. « Suggéré ? Non, monseigneur. Je le dis comme un fait. » Chapitre 7. Le tournant émotionnel. Le lendemain, l'aube s'annonçait plus radieuse, même si l'air était âpre, comme si la saison changeait trop tôt. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du salon, faisant danser les grains de poussière. Pourtant, malgré la beauté du dehors, Brackendon Hall était imprégné d'inquiétude. Les domestiques chuchotaient dans les coins, les portes s'ouvraient et se fermaient plus doucement que d'habitude, et le tintement de la porcelaine au petit déjeuner résonnait d'une force inhabituelle dans le silence. Poirot était assis en face de moi à table, jouant avec ses œufs comme s'il s'agissait d'un puzzle à résoudre. « Hastings, dit-il, nous sommes tout près de la vérité. Mais la vérité, elle se cache derrière un rideau d'émotion. Quand ce rideau se déchirera, nous verrons tout. »« Et tu penses que quelqu'un ici est sur le point de craquer ?» demandai-je. « Je ne pense pas, » répondit Poirot. « Je sais. Il me suffit d'insister au moment opportun. » Le rassemblement dans la salle du matin. En milieu de matinée, Poirot avait organisé le rassemblement de tous les principaux personnages dans le salon. C'était une pièce ensoleillée donnant sur la roseraie, avec ses murs vert pâle et ses tapisseries fleuries conçues pour apaiser, même si ce jour-là, l'atmosphère était tout sauf sereine. Lady Eleanor était assise près de la fenêtre, impeccable, les mains jointes sur les genoux. Lord Brackendon se tenait près de la cheminée, les yeux fixés sur le tapis du foyer, comme si son motif le troublait. Le docteur Crowthorne s'attardait près du buffet, se versant plus de café qu'on ne pouvait raisonnablement en boire avant midi. Gerald Dane restait près de la porte, les bras croisés sur la poitrine. Poirot entra le dernier, emportant avec lui la petite boîte en velours noir que nous avions récupérée dans la chambre de Miss Whitby. Elle était désormais scellée dans une enveloppe transparente, afin de mieux préserver toute trace. « Mes amis, » commença-t-il, « je vous ai réunis car il y a quelque chose que vous devez tous entendre. Nous savons que mademoiselle Whitby est morte d'un empoisonnement au cyanure. Nous savons aussi que le poison a été transmis non par la nourriture ou la boisson, mais par le contact de pétales de rose, des pétales délicatement peints de mort. » Les lèvres de Lady Eleanor se pincèrent. Lord Brackendon releva brusquement la tête. Poirot poursuivit. « Cette boîte contenait autrefois les pétales empoisonnés. Elle est doublée de velours doux et sombre, et elle a été offerte à mademoiselle Whitby la veille de sa mort. Elle l'a emportée dans le jardin, près du massif de roses centrales, et c'est là qu'elle a trouvé la mort. » La première fissure. À ces mots, Dane s'agita, mal à l'aise. « Tu ne sais pas ça, » murmura-t-il. Poirot tourna les yeux vers lui. « Je sais que vous avez rencontré quelqu'un dans le jardin cette nuit-là, monsieur Dane, et vous m'avez dit que c'était Lady Eleanor. » Un frisson de surprise parcourut la pièce. Lady Eleanor tourna lentement la tête pour regarder Dane, l'air dédaigneux et froid. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Je ne me souviens d'aucun arrangement de ce genre. Monsieur Dane doit se tromper. » Le visage de Dane rougit. « Tu sais que tu l'as fait. Tu as envoyé un message par l'intermédiaire d'une des servantes. Tu m'as dit de te retrouver sur le chemin à 11 heures. » Les yeux de Lady Eleanor se plissèrent. « Si j'avais une raison de vous parler, monsieur Dane, je ne choisirais pas une telle heure.
et je n'organiserai certainement pas de rencontres clandestines dans mon propre jardin. La tension entre eux était palpable. Je jetai un coup d'œil à Poirot, qui observait la scène avec un léger sourire, comme si cet échange était une pièce de théâtre jouée exactement selon ses plans. La deuxième fissure. Ce fut le docteur Crowthorne qui prit la parole ensuite, la voix un peu trop forte. Si nous commençons à accuser des gens de réunions secrètes, peut-être devrions-nous mentionner que mademoiselle Whitby est venue me voir pour autre chose que des soins médicaux. Lord Brackendon se retourna. « Que voulez-vous dire par là ?» Crowthorne haussa les épaules, mais son ton était sur la défensive. « Elle se confiait à moi de temps en temps. À propos de ses maux de tête, certes, mais aussi des pressions à la maison. Elle se sentait indésirable ici. » Les yeux de Lady Eleanor lancèrent des éclairs. « Si elle a ressenti cela, c'est de sa faute. Elle a été gâtée bien plus qu'elle ne le méritait. »« Gâtée ?» demanda Crowthorne. « Je crois qu'elle était enfermée dans une sorte de cage dorée. Pas d'amis de son âge, pas de liberté pour aller au village sans chaperon. Assez. » La voix de Lord Brackendon résonna dans la salle comme un coup de fouet. « Nous sommes ici pour déterminer comment elle est morte, pas pour ressasser les prétendues injustices de sa vie. » Poirot applique la pression Poirot s'éclaircit délicatement la gorge. « Mais, monseigneur, parfois les injustices d'une vie révèlent directement la cause de sa fin. Par exemple, si mademoiselle Whitby rencontrait quelqu'un en secret, une rencontre qui a entraîné sa mort, alors la nature de ses contraintes devient cruciale. » Il s'approcha de la fenêtre, la boîte noire légèrement tenue dans ses mains. « Imaginez, mes amis, elle emporte la boîte dans le jardin. Pourquoi ? Soit elle la porte pour la donner à quelqu'un, soit elle lui a été donnée et elle l'examine. Dans les deux cas, celui qui lui a donné savait qu'elle contenait un danger. » Poirot se retourna lentement, son regard parcourant chaque visage. « J'ai ici un petit détail. Le velours de la boîte contient des traces non seulement de poison, mais aussi d'un parfum, une odeur très particulière, une odeur portée par une seule personne dans cette maison. » Lady Eleanor se raidit presque imperceptiblement. « Oui, madame, » dit doucement Poirot. « Il est à vous. » La pause, Lord Brackendon prit une inspiration brusque. Lady Eleanor se leva, le visage rouge, mais avant qu'elle puisse parler, Dane fit un pas en avant. « Ce n'était pas sa faute, » dit-il soudain. « Elle n'était pas au courant pour le poison. Il s'arrêta, comme si les mots s'étaient échappés avant qu'il puisse réfléchir. La voix de Poirot était très basse. « C'est vous qui avez placé les pétales dans la boîte, n'est-ce pas ?» Les poings de Dane se serrèrent. « Je ne voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste l'effrayer, la faire partir. Elle cherchait des ennuis entre moi et... » Il s'interrompit et jeta un coup d'œil à Lady Eleanor. Le visage de Lady Eleanor était indéchiffrable, mais ses yeux brillaient. « Monsieur Dane, je vous suggère de ne rien dire de plus avant d'avoir bien réfléchi. » Le regard de Poirot ne quitta pas celui de Dane. « Et pourtant, monsieur, le problème avec les mensonges, c'est qu'ils ont besoin de plus de mensonges pour se maintenir. Un jour, ils s'effondrent sous leur propre poids. Aujourd'hui, peut-être. » Pendant un instant, Dane sembla sur le point de reprendre la parole. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Elle n'aurait jamais dû mourir, » dit-il d'une voix rauque. « Je le jure. » Poirot à part. Plus tard, tandis que les autres s'éloignaient sous l'œil attentif de Barnes, je me tournai vers Poirot. « Tu le crois ?» Poirot ajusta ses menottes. « Je crois qu'il le croit, Hastings, mais que ce soit vrai ou non, ah, c'est une autre histoire. Voyez-vous, j'ai appris autre chose aujourd'hui. » La boîte, les pétales, la rencontre dans le jardin, tout cela fait partie d'un ensemble plus vaste, et la main qui les a arrangés est plus rusée que notre ami Dane ne pourrait jamais l'être. « Alors pourquoi le pousser si fort ?» demandai-je. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Parce que, mon ami, dans chaque partie d'échecs, on sacrifie parfois un pion pour voir comment la reine va se déplacer. » Chapitre 8. Le piège est tendu. Les événements de la veille avaient laissé Brackendon Hall dans un état de suspense inquiétant,
comme si la maison elle-même savait que quelque chose allait se produire. L'aveu partiel de Dane, son intention n'était que d'effrayer Clara, n'avait satisfait personne, et encore moins Poirot. La maisonnée évoluait avec un étrange calme, leur conversation sur leur garde, comme s'ils craignaient que la moindre parole inconsidérée ne soit entendue et retournée contre eux. Poirot, cependant, était de bonne humeur. Il fredonnait doucement en ajustant sa cravate devant le miroir de sa chambre d'amis, sa moustache parfaitement symétrique. « Hastings, mon ami, dit-il, aujourd'hui nous semons des graines de doute, des graines de suspicion, mais aussi des graines de curiosité. Et le moment venu, nous verrons qui viendra les déterrer. » J'ai levé les yeux de ma chaise. « Tu veux dire que tu vas tendre un piège ?» Poirot sourit. « Exactement. Mais pas avec un fil à ressort ni un piège caché. Non, non. Mon piège est dans l'esprit, et il se refermera avec un léger déclic. » La conversation dans la roseraie. Peu avant le déjeuner, Poirot nous suggéra une promenade dans les jardins. La pluie des 2 nuits précédentes avait laissé la terre sombre et luxuriante, et les roses se dressaient fièrement sur le pâle ciel d'été. Alors que nous atteignions le parterre central, ce même carré de fleurs fatales, nous trouvâmes Lady Eleanor déjà là, ses mains gantées reposant légèrement sur le manche d'un petit couteau à serper. « Madame, » la salua Poirot, « vos roses sont magnifiques. Mais dites-moi, valent-elles la peine qu'elles vous causent ?» Le regard de Lady Eleanor ne vacilla pas. « La beauté n'est jamais sans épines, monsieur Poirot. » « Ah, très bien dit. Et pourtant, parfois, les épines ne sont pas naturelles, mais sont plantées là par la main de l'homme. » Elle lui jeta un regard perçant, mais ne dit rien. Poirot s'approcha des roses et examina l'une des fleurs les plus foncées. « Ces roses rouges foncées ont-elles un nom ?»« C'est un hybride que mon mari a cultivé, » répondit-elle. « Velours noir, elles sont rares et capricieuses. » Poirot tourna doucement la fleur entre ses doigts, puis la relâcha. Comme certaines personnes, peut-être. Fragile si on la manipule mal, dangereuse si on la manipule mal d'une autre manière. Ses yeux se plissèrent. « Suggérez-vous quelque chose, monsieur Poirot ? » « Seule cette beauté peut être un masque, » dit-il doucement. « Et les masques, madame, ont tendance à glisser. » Les instructions discrètes de Poirot à Barnes. Après le départ de Lady Eleanor, Poirot prit l'inspecteur Barnes à part. « Mon cher Barnes, ce soir, vous ferez quelque chose pour moi. Vous direz à la maisonnée que vous avez demandé au laboratoire de police de Londres d'analyser la boîte en velours noir. Vous direz que les résultats seront disponibles demain et que l'analyse révélera à qui appartiennent les empreintes digitales. » Barnes fronça les sourcils. « Mais nous ne l'avons pas envoyé à Londres. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Justement. Mais nous souhaitons que le coupable croie que nous avons raison. Savoir que la preuve arrive. Ah, ça a un effet remarquable sur la conscience. Les gens sûrs d'eux deviennent soudain maladroits. Et tu penses qu'ils vont faire un geste ? » « Je ne pense pas, je sais. » Poirot sourit. « Le criminel est comme un voleur de roses. Il ne peut s'empêcher de revenir sur les lieux, soit pour admirer son œuvre, soit pour retirer une épine dangereuse. » L'incident du thé de l'après-midi. La prédiction de maladresse de Poirot se révéla presque immédiatement exacte. Cet après-midi-là, la maisonnée se réunit pour prendre le thé au salon. L'ambiance était tendue. La conversation ne s'éloignait jamais beaucoup des événements des jours précédents. À un moment donné, le docteur Crowthorne se pencha pour se verser une autre tasse, faisant tomber par terre un petit plat en verre rempli de morceaux de sucre. Le plat se brisa, projetant des fragments de porcelaine sur le tapis. « Oh, je suis vraiment désolé, » murmura-t-il en se baissant pour les ramasser. Mais je remarquai, comme Poirot, qu'il ne jetait pas un coup d'œil au sucre ni aux éclats, mais au buffet où Barnes avait déposé l'enveloppe scellée contenant la boîte en velours noir. Ce n'était qu'un bref battement d'yeux, mais Poirot ne le manqua pas. « Les accidents, » me murmura Poirot plus tard, « sont rarement sans but, Hastings. Celui-ci était destiné à détourner l'attention. »
le piège dans la longue galerie. Ce soir-là, Poirot passa à l'action. Il demanda à Lord Brackendon si la longue galerie pouvait rester ouverte, souhaitant admirer les portraits au calme. C'était une demande inhabituelle, mais le maître des lieux accepta. Ce que Lord Brackendon ignorait, c'est que Poirot avait également convenu avec Barnes de placer l'enveloppe contenant la boîte en velours noir sur la console, sous le plus grand portrait, bien en vue, mais à portée de main. « C'est un appât », m'expliqua Poirot dans un murmure, tandis que nous nous tenions dans l'ombre, au fond de la galerie. Si le meurtrier croit que c'est la dernière nuit avant la découverte de ses empreintes digitales, il viendra, comment dire, faire disparaître le problème. Nous attendîmes. Les minutes passèrent lentement, le seul bruit étant le craquement occasionnel du plancher, tandis que la vieille maison s'affaissait. Puis, des pas, légers, prudents, approchant du fond. Une silhouette émergea dans la flaque de lumière des lampes. Le visiteur de la galerie, c'était le docteur Crowthorne. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, puis se dirigea vers la table. Sa main resta une seconde au-dessus de l'enveloppe avant de la saisir et de la glisser dans la poche de son manteau. Avant que je puisse bouger, Poirot s'avança. « Bonsoir, docteur. Vous avez perdu quelque chose ?» Crowthorne se figea, son visage perdant toute couleur. « J'étais juste voler des preuves, » suggéra doucement Poirot. « Ou peut-être les détruire. Mais pourquoi si tu es innocent ?» La bouche de Crowthorne résonna un instant sans un bruit. « Je protégeais quelqu'un. »« Ah !» dit doucement Poirot. « Et maintenant, nous sommes plus près de la vérité. Car, cher docteur, une seule personne dans cette maison aurait pu se procurer du cyanure sans difficulté. Et c'est vous. Alors dites-moi, qui protégiez-vous? Vous-même ou quelqu'un d'autre ?» Le regard de Crowthorne se tourna, l'espace d'une fraction de seconde, vers la porte. Poirot suivit son regard et hocha légèrement la tête. Poirot murmurait à l'oreille. Après que Barnes eut emmené le médecin pour un interrogatoire formel, Poirot se tourna vers moi. « Vous voyez, Hastings, le piège n'était jamais de prouver la culpabilité du médecin, mais de voir où son regard se tournerait sous la pression. Et il s'est tourné vers la seule rose vraiment dangereuse de ce jardin. » Je fronçai les sourcils. « Lady Eleanor ?» Poirot se contenta de sourire. « Patience, mon ami. La fleur est presque ouverte, mais pas tout à fait. » Chapitre 9. La nuit des roses. Le soir tombait doucement sur Brackendon Hall, le soleil se fondant dans une brume dorée et mauve. L'air était chaud mais chargé du parfum des roses, qui flottait dans le silence tel un cœur silencieux. Quelque part au loin, une colombe roucoulait, et le craquement du gravier sous nos pieds semblait anormalement fort. Poirot était resté silencieux toute la journée, parlant peu et disparaissant pendant de longues périodes. Quand je l'ai enfin trouvé à la bibliothèque à 6 heures, il écrivait des lettres de sa petite écriture précise. Il a scellé une enveloppe, puis a levé les yeux. « Hastings, ce soir nous montrons une petite pièce de théâtre, dans le jardin bien sûr, et comme toute bonne pièce, il y aura un public, des acteurs, et à la fin, le démasquage. Tu veux dire que tu rassembles à nouveau tout le monde ? Exactement, mais cette fois sous les étoiles. Il est plus difficile de rester dans le noir. On écoute trop son propre cœur battre. Les coupables ne peuvent s'empêcher de se trahir lorsqu'on les force à se tenir sur le sol même où le crime a été commis. L'invocation. À 7 heures, des invitations discrètes furent lancées par l'inspecteur Barnes. Chaque membre de la maisonnée fut informé que Poirot souhaitait faire une démonstration dans le jardin sud à 9 heures précises. Aucune explication ne fut donnée. Lady Eleanor accepta avec une réserve polie. Lord Brackendon, bien que visiblement irrité par cette interruption de sa soirée, acquiesça. Dane parut sur ses gardes, mais curieux. Le docteur Crowthorne, bien que pâle depuis sa précédente rencontre avec Poirot, hocha la tête d'un air sombre. Même Hollis, le jardinier auxiliaire, fut convoqué. À l'heure dite, le ciel s'était teinté d'un bleu velouté, et les lampes du jardin étaient allumées,
de petites sphères de lumière dorée qui accentuaient les ombres par contraste. Les roses brillaient faiblement dans la pénombre, leurs lourdes têtes ondulant dans une brise juste assez fraîche pour piquer la peau. Poirot monte sur scène. « Mes amis, commença Poirot, debout près du massif de roses centrales, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai amenés ici, sur les lieux de la tragédie. Je l'ai fait parce que je crois que la vérité doit être dite là où les mensonges ont été semés. Ce soir, nous les débarrassons de ces mensonges, de leurs racines et de leurs racines. » Un murmure parcourut le groupe. Les mains gantées de Lady Eleanor se resserrèrent sur son étoffe. Dane se balançait d'un pied sur l'autre. Poirot fit un geste vers les roses. « Mademoiselle Clara Whitby est morte ici. Elle n'est pas tombée dans le poison par hasard. La méthode était délibérée et élégante. Les pétales des roses velours noir, peints au cyanure, placés dans cette boîte. » Il souleva la boîte doublée de velours noir, maintenant posée sur la paume de sa main gantée. Elle les a touchés. En quelques instants, le poison a pénétré son organisme. Elle s'est effondrée ici, sous les fleurs qui étaient devenues ses bourreaux. L'air de la nuit semblait devenir plus lourd. La reconstruction Poirot s'approcha du banc où la traînée de poudre avait été trouvée. Elle était peut-être assise là, admirant son cadeau, mais ce cadeau était une arme. Et celui qui l'avait offert, celui qui l'avait offert devait savoir qu'elle l'ouvrirait seule, ici, dans le jardin. C'est pourquoi il ne lui avait pas été offert en plein jour, mais dans le calme du soir, lorsqu'on la trouvait le plus souvent ici. Il regarda Dane droit dans les yeux. « Vous, monsieur, vous l'avez rencontré ce soir-là. » La voix de Dane était tendue. « Je te l'ai dit, je voulais juste l'effrayer. Je n'ai pas empoisonné les pétales. » Poirot hocha la tête. « Oui, tu ne l'as pas fait. Mais tu étais le livreur, le messager, et tu n'as pas demandé de qui venait le cadeau, ou peut-être as-tu préféré ne pas le savoir. » Les yeux de Dane se tournèrent vers Lady Eleanor, qui se tenait aussi immobile qu'une des statues de marbre près de la fontaine. La vraie pression Poirot se tourna vers le docteur Crowthorne. « Et vous, docteur, vous aviez accès au poison. Vous prétendez avoir protégé quelqu'un en essayant de retirer la boîte de la longue galerie. Je vous crois. » Crowthorne déglutit. « Oui, je ne voulais pas que son nom soit traîné dans la boue. Elle... » « Arrêtez !» La voix de Lady Eleanor résonna comme un couteau. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Le regard de Poirot était très calme. « Allez-y, madame. Vous nous ferez peut-être gagner du temps. » Elle prit une longue inspiration, ses yeux brillants à la lumière de la lampe. « Je ne l'ai pas tué. Oui, j'ai demandé à Dan de me rencontrer ce soir-là, mais seulement pour l'avertir que Clara était manipulatrice, qu'elle cherchait à le compromettre pour son propre profit. Elle n'était pas l'innocence que vous imaginez. » Poirot inclina la tête. « Ah, les morts sont si souvent peints dans l'ombre. Mais voici le fait, madame. C'est vous qui avez manipulé la boîte avant Dan. Le ruban a été retrouvé dans le jardin sud, et il portait des traces de votre parfum. Voulez-vous nous faire croire que vous l'avez manipulé sans le savoir ?» La floraison s'ouvre. Lady Eleanor hésita, un battement de cœur de trop. Puis, à ma grande surprise, ce fut Lord Brackendon qui prit la parole. Sa voix était basse, presque lasse. « Elle s'en est occupée parce que je le lui ai demandé. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau profonde. Poirot se tourna vers lui. « Allez-y, monseigneur. » Le regard de Brackendon se posa sur les roses. « Clara me faisait chanter. Elle avait appris quelque chose de mon passé, quelque chose qui aurait pu me ruiner. Je pensais que si je l'effrayais suffisamment, elle partirait discrètement. J'ai dit à Eleanor de lui passer la boîte. J'ignorais qu'elle contenait du poison. Alors qui l'a fait ?» La voix de Poirot était douce, mais toutes les oreilles étaient tendues vers la réponse. Brackendon ferma brièvement les yeux. Ce devait être Crowthorne. Il savait l'effet que ça ferait. Il était le seul à pouvoir se procurer ce produit. Mais Poirot secoua lentement la tête. « Non, monseigneur. Le docteur avait les moyens, mais pas le mobile. Ses tentatives pour enlever la boîte n'étaient pas celles du tueur, mais celles d'un homme qui en protégeait un autre. Et quand je l'ai piégé, ses yeux se sont tournés non pas vers vous,
mais vers Lady Eleanor. La chute du dernier pétale. Le sang-froid de Lady Eleanor finit par se fissurer. Elle leva le menton, mais sa voix tremblait. Clara détruisait cette maison et mon mariage. Elle était sournoise, vindicative, et nous aurait saigné à blanc. Je ne pouvais pas le permettre. Les roses, c'était l'ironie parfaite. Elle les adorait. J'ai peint les pétales moi-même, cet après-midi-là. La boîte était mon idée. Dane la trouvait inoffensive. Brackendon y voyait un avertissement. Mais je savais exactement ce que c'était. Personne ne parlait. La nuit semblait tomber, le parfum des roses soudain écœurant, presque suffocant. Poirot posa doucement la boîte sur le banc. « Madame, vous avez bien joué le rôle, trop bien. Mais vous avez oublié une chose. Le poison laisse des traces, non seulement dans le sol, mais aussi dans les esprits. Il s'accroche et se propage, jusqu'à ce que la vérité éclôt, qu'on le veuille ou non. Conséquence, l'inspecteur Barnes s'avança, le visage sombre. « Lady Eleanor Brackendon, je vous prie de m'accompagner. » Elle ne résista pas, rapprocha simplement son châle et marcha vers la maison sans un regard en arrière. Après leur départ, Poirot resta un long moment près du massif de roses, les mains jointes derrière le dos. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, le jardin est comme la société. Il paraît ordonné, cultivé, harmonieux. Mais en dessous, il y a la compétition, l'étranglement et l'action silencieuse des poisons. Et parfois, il faut arracher même la plus belle fleur pour sauver les autres. » J'ai jeté un coup d'œil aux roses sombres qui se balançaient dans l'air nocturne. « C'est dommage, ai-je dit. »« Peut-être, » répondit Poirot, « mais c'est mieux que de laisser tout le jardin saigner. » Chapitre 10. Le lendemain matin. Le matin suivant l'arrestation de Lady Eleanor s'annonça clair et frais, comme si la tempête qui planait sur Brackendon Hall depuis des jours s'était enfin dissipée. Le ciel était d'un bleu pâle et serein, et le soleil inondait les pelouses, miroitant la rosée. Pourtant, malgré la beauté du jour, la maison elle-même semblait paisible. Ses murs mêmes semblaient porter l'écho de la nuit précédente. Au petit déjeuner, la table était clairsemée. Lord Brackendon était assis au fond, les épaules voûtées, les rides creusées sur son visage. Il remuait son thé sans lever les yeux, la tasse cliquetant légèrement contre la soucoupe. Dane, pâle et le regard creux, s'assit au milieu de la table, évitant complètement le regard de Brackendon. Le docteur Crowthorne entra le dernier, marquant une pause, comme s'il se demandait s'il était le bienvenu. Poirot, impeccable comme toujours, observa la scène avec un léger soupir presque imperceptible. « Mes amis, » dit-il doucement, « ce matin, inutile de faire semblant. Les événements de la nuit dernière ont révélé bien des choses cachées, mais certains détails pèsent peut-être encore sur vous, et pour ma propre satisfaction, je vais les partager afin qu'il ne reste aucune ombre. » Les indices qui ont mené à Lady Eleanor Lord Brackendon releva la tête et, pour la première fois, son regard croisa celui de Poirot. « Vous en êtes certain, alors ? Il n'y a aucune chance qu'elle ne l'ait pas fait ?» Poirot secoua lentement la tête. « Milord, dès le début, il y avait des signes. Le ruban de la boîte de velours noir contenant son parfum était le premier. Le parfum, c'est comme un autographe. Il persiste et parle de sa propriétaire. Ensuite, il y avait la précision avec laquelle les pétales étaient peints. Ce n'était pas l'œuvre d'une main maladroite. Cela demandait de la patience, de la délicatesse, de celle qu'on voit dans l'entretien des roses. Et qui dans cette maison aimait le plus les roses ? Gerald Dane, dit automatiquement Brackendon. La moustache de Poirot frémit. Dane les aimait, certes, mais en tant qu'artisan. Les pétales avaient été peints non pas pour leur santé, mais pour leur beauté. Les coups de pinceau avaient été appliqués de telle manière que les fleurs ainsi modifiées paraissent toujours parfaites. C'est le travail de quelqu'un qui attache plus d'importance aux apparences. Les mains gantées de Lady Eleanor parmi les roses me revinrent en mémoire dès ce premier après-midi.
Je compris que Poirot l'avait déjà remarqué à ce moment-là. Le motif derrière le masque Dane se tortilla, mal à l'aise. « Mais pourquoi la tuer ? Je te l'ai déjà dit. Clara pourrait être difficile, certes, mais… » Poirot leva la main. « Le mobile, mon ami, est toujours la clé. Mademoiselle Whitby menaçait la vie à laquelle Lady Eleanor tenait. Sa position de maîtresse de Brackendon Hall, son mariage, son contrôle sur ce domaine. Clara avait découvert quelque chose sur le passé de Lord Brackendon, et elle comptait s'en servir pour obtenir des concessions, de l'argent peut-être, ou la promesse d'un mariage avantageux. Lady Eleanor était convaincue qu'une fois lancé, un tel jeu ne finirait jamais. Elle décida d'y mettre fin elle-même. Lord Brackendon tressaillit. Si seulement elle m'avait dit « Elle craignait que vous n'agissiez pour protéger votre nièce », dit doucement Poirot, ou pire, que vous ne vous laissiez convaincre par ses exigences. Lady Eleanor, je crois, se considérait comme votre sauveuse, alors qu'en réalité, elle protégeait sa propre demeure. Pourquoi les autres n'ont jamais été les véritables coupables ? Le docteur Crowthorne s'éclaircit la gorge. Et moi ? Vous avez insinué hier soir que je n'étais pas vraiment dans le coup. Poirot inclina la tête. Ah, docteur, vous étiez dans le cadre, mais pas sur la photo. Vous aviez les moyens, l'accès au poison, mais chacun de vos gestes après le crime était celui d'un homme cherchant à en protéger un autre. Quand j'ai tendu mon piège dans la longue galerie, vous ne vous êtes pas enfui avec la boîte pour la cacher. Vous essayez de vous emparer de la seule preuve qui pouvait relier Lady Eleanor au crime. Et lorsque je vous ai confronté, vos yeux l'ont cherché, non par culpabilité, mais par peur de ce qu'elle pourrait affronter. Dane baissa les yeux sur ses mains. Et moi ? Vous, monsieur, étiez un pion, certes, mais pas innocent. Vous avez accepté de livrer le coffret sans poser de questions. Cela aussi est une culpabilité. Mais vous étiez motivé par votre admiration pour Lady Eleanor, n'est-ce pas ? Les joues de Dane se colorèrent. Je pensais l'aider. Le ton de Poirot était doux, presque compatissant. Oui, de nombreux crimes sont commis au nom de l'aide, mais l'aide, Hastings, peut être le plus dangereux des cadeaux lorsqu'elle aveugle celui qui la donne à la vérité. Le dernier et plus petit indice. Je me suis penché en avant. Poirot, si tu as soupçonné Lady Eleanor si tôt, pourquoi avoir attendu hier soir pour agir ? Parce que, mon ami, dit Poirot, je n'avais pas encore le moindre indice en main. Vous souvenez-vous du pétale que nous avons trouvé sur le banc, avec une légère trace de peinture rouge ? Je l'ai fait examiner. La peinture n'était pas un pigment ordinaire. C'était le même émail que Lady Eleanor avait utilisé pour restaurer une vieille armoire en laque dans le petit salon. Une couleur qu'elle avait spécialement mélangée pour s'harmoniser avec le rouge foncé des roses velours noirs. C'était ma preuve, et avec elle, je pouvais tendre le piège, sachant qu'elle ne résisterait pas à la pression. Un départ silencieux. Lorsque Poirot eut terminé, les provisions du petit déjeuner avaient refroidi. Barnes arriva peu après pour informer Lord Brackendon que Lady Eleanor avait été transférée à la prison du comté en attendant l'enquête. La nouvelle fut accueillie avec un silence résigné. Poirot et moi nous préparions à partir cet après-midi-là. Alors que nous descendions le grand escalier, Lord Brackendon nous intercepta. « Monsieur Poirot, dit-il gravement, je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous maudire, mais je dirai ceci. Vous avez au moins mis fin à l'incertitude. » Poirot inclina la tête. « Milord, la vérité est souvent malvenue, mais elle est toujours l'invitée la plus durable. » Dehors, la voiture attendait. Le soleil chauffait l'allée de gravier, mais en passant devant la roseraie, je remarquai que Poirot ne regardait pas les fleurs. « Tu ne vas pas jeter un dernier coup d'œil » demandai-je. Il secoua la tête. « Non, Hastings. Il vaut mieux laisser certains jardins une fois les mauvaises herbes arrachées. » Chapitre 11. Le reflet. Nous quittâmes Brackendon Hall sous un pâle soleil d'après-midi. La grande demeure, qui quelques jours auparavant paraissait si sûre d'elle-même dans son élégance, me parut maintenant étrangement diminuée. C'était comme si la vérité que Poirot avait révélée s'était infiltrée dans la maçonnerie, ternissant sa fière façade.
Le chemin depuis le manoir était long, bordé d'ormes majestueux, dont les feuilles murmuraient faiblement dans la brise. En franchissant le portail en fer, forgé, je jetai un coup d'œil en arrière. Lord Brackendon se tenait sur les marches, les mains jointes dans le dos, observant notre départ avec l'immobilité d'une silhouette. Poirot, assis à côté de moi dans la voiture, était inhabituellement silencieux. Son regard était fixé devant lui, mais je savais qu'il n'avait pas l'esprit occupé par la route. « Tu penses à elle, » dis-je après un moment. « Mais oui, Hastings, » répondit-il doucement. « Je pense à Lady Eleanor Brackendon et au jardin qu'elle s'aimait tant. » La belle et le poison. Nous nous arrêtâmes prendre le thé dans un petit village à quelques kilomètres du manoir. L'auberge était modeste mais confortable, ses fenêtres illuminées de géraniums. Une fois installé et le thé versé, Poirot sembla se libérer de son obsession. « Voyez-vous, Hastings, » commença-t-il, « ce n'était pas un crime passionnel, pas au sens habituel du terme. Lady Eleanor n'a pas frappé sous l'effet d'une colère soudaine. Elle a planifié. Elle s'est préparée. Elle a peint les pétales de sa propre main. C'était un crime né de la vanité et du contrôle, autant pour préserver son image que pour écarter la menace. » Je sirotai mon thé pensivement. Je suppose qu'elle pensait protéger son mari. Peut-être le croyait-elle, dit Poirot. Mais souvent, mon ami, les gens confondent protection des autres et protection personnelle. Si Lord Brackendon avait été ruiné, sa vie l'aurait été aussi. Sa position, son confort, son autorité, tout aurait disparu. C'était, je crois, la pensée qui pesait le plus lourd. Il se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés. C'est intéressant, n'est-ce pas, qu'elle ait choisi une méthode si esthétique. Pas une arme rudimentaire, pas un poison grossier dans une tasse de thé, mais quelque chose qui conserve sa beauté même en tuant. Les roses, le coffret en velours noir, c'était presque comme composer un tableau. Jusqu'au bout, elle a voulu que la scène soit parfaite. Le choix de la méthode. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi une méthode aussi compliquée? Il aurait sûrement été plus simple d'organiser un accident ou une forme d'empoisonnement plus directe. Plus facile, oui. Mais vous oubliez, Hastings. Lady Eleanor était une femme raffinée. Une mort violente ou désordonnée aurait heurté sa sensibilité. Elle aurait voulu que la manière de l'acte soit en harmonie avec la vie qu'elle avait menée, discrète, élégante et surtout maîtrisée. Même le choix des roses velours noirs était symbolique. Elles étaient rares, capricieuses, à son image. Il remuait lentement son thé. Et n'oubliez pas, elle savait que le jardin était l'endroit préféré de Clara. Mourir là, entourée de beauté. Elle se disait peut-être même que c'était une grâce. J'ai frissonné. Une gentillesse. C'est une drôle de façon de voir les choses. Le regard de Poirot s'adoucit. L'esprit du meurtrier, Hastings, est souvent empli de raisonnements étranges. C'est une de mes tâches d'y pénétrer, de voir comme il voit, afin de voir aussi où il trébuche. Les premiers soupçons. Je me suis penché en avant. Quand l'as-tu soupçonné pour la première fois? Poirot sourit faiblement. Dès le premier jour, mon ami. Quand nous nous sommes rencontrés au salon, elle était calme, trop calme. La mort dans une maison, surtout d'une jeune femme, perturbe généralement les dames de la maison. Mais Lady Eleanor exerçait une emprise absolue. Et pourtant, il tapota la table du doigt. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers le jardin toutes les 2 ou 3 minutes. C'était comme regarder un artiste inspecter la scène avant le lever du rideau. Mais tu n'as pas agi alors? Non. Il faut être sûr. Le soupçon est la graine. La preuve est la fleur. Je devais saisir les petits détails. Le ruban parfumé, les coups de pinceau sur les pétales, le lien avec l'émail de son meuble. Et surtout, je devais observer comment elle se déplaçait parmi les autres. La toile qu'elle a tissée. L'expression de Poirot devint pensive. Te souviens-tu de tous les mensonges que nous avons entendus dans cette maison, Hastings? Des petits, des grands, et des mensonges par omission. Lady Eleanor a tissé cette toile. Dane a menti pour la protéger, sans même connaître toute la vérité. Le docteur Crowthorne a menti pour la soustraire aux soupçons.
Même Lord Brackendon s'est menti à lui-même, choisissant de ne pas voir ce qui se présentait à lui. C'est là le véritable danger d'une personne comme Lady Eleanor. Son influence déforme la réalité pour tous ceux qui l'entourent. J'ai hoché lentement la tête, et une fois que les mensonges commencent, ils se propagent. Exactement. Comme une mauvaise herbe dans le jardin. Poirot prit une gorgée de thé. Elle comptait sur leur loyauté, sur leur foi en son élégance et son honneur. C'est pourquoi j'ai posé le piège dans la longue galerie. Ce n'était pas simplement pour voir qui prendrait la boîte, mais pour voir où leurs yeux se tourneraient sous la pression. Les coupables se révèlent souvent par la direction de leur peur. Le jardin comme scène. Nous restâmes un moment silencieux, le murmure des autres clients de l'auberge emplissant l'espace. Puis Poirot dit « Le jardin Hastings était plus que le décor du crime, c'était la scène. Tous les acteurs de ce drame y étaient attirés, consciemment ou non. Dane pour son travail, Clara pour son plaisir, Lady Eleanor pour son sentiment de maîtrise. Même Lord Brackendon y voyait une marque du prestige de son domaine. C'est pourquoi le crime a pu y être commis si naturellement. Personne ne trouverait étrange de retrouver Clara parmi les roses la nuit. Et les roses elles-mêmes, dis-je, sont devenues une partie de l'arme du crime. Oui, la nature a prêté sa main, malgré elle, au crime. C'est ce qui le rend si insidieux. Lorsque la beauté devient un outil de destruction, elle trompe l'œil, retarde le soupçon. On voit la fleur et non l'épine. Le dernier mot de Poirot sur l'affaire. Alors que nous nous apprêtions à quitter l'auberge, Poirot régla la note avec sa propreté habituelle, puis se tourna vers moi. « Hastings, vous devez vous rappeler quelque chose. L'essentiel de cette affaire ne réside ni dans le poison, ni dans la boîte, ni même dans les roses. Il réside dans l'esprit du meurtrier. Lady Eleanor croyait pouvoir façonner la réalité comme elle façonnait son jardin, taillant ici, cultivant là, supprimant ce qui ne lui plaisait pas. Mais les gens, mon ami, ne sont pas des roses. Ils ne se plient pas éternellement à la volonté du jardinier. Et lorsqu'elle a tenté de tailler trop profondément, elle a coupé la branche qui soutenait sa propre vie. Il s'arrêta sur le seuil, regardant la rue lumineuse. J'ai dit à Lord Brackendon que la vérité est l'hôte le plus fidèle. C'est vrai, mais c'est aussi le moins confortable. Et c'est peut-être pour cela que les gens cherchent si souvent à l'empêcher d'entrer chez eux. Nous sommes entrés dans la lumière du soleil, et l'espace d'un instant, j'ai perçu un léger parfum de rose, porté par la brise, provenant d'un jardin de cottage voisin. J'ai jeté un coup d'œil à Poirot, mais il n'a pas tourné la tête vers l'odeur. Ses yeux étaient fixés sur la route devant lui, comme si l'affaire du jardin où coulaient les roses avait été enfermée dans un recoin de son esprit, où même la beauté ne pouvait le tenter de s'attarder. Chapitre 12. La lettre non envoyée. Une semaine après notre départ de Brackendon Hall, l'affaire nous revint de façon inattendue. Je commençais à croire que l'affaire était bouclée, Lady Eleanor attendant son procès, Lord Brackendon restant discret, et les roses de Brackendon Hall laissées à l'abandon. Poirot, cependant, avait été inhabituellement agité ces jours-là. Il avait pris l'habitude de réorganiser sa garde-robe, déjà parfaitement rangée, alignant ses cravates non seulement par couleur, mais aussi par degré de brillance. Il cirait ses chaussures 2 fois, en une seule matinée, et un soir, alors que je lisais, je l'ai surpris à fixer le mur comme si le motif du papier peint pouvait me donner un indice. « Quelque chose te tracasse, dis-je finalement. Poirot leva les yeux. « C'est la plénitude, Hastings. Une affaire, elle devrait se sentir terminée, comme un livre dont la dernière page est tournée. Et pourtant, sa voix s'interrompit, se tapotant la tempe. Les petites cellules grises murmurent qu'il reste une page à tourner. J'ai haussé les épaules. « Eh bien, peut-être que tu rates juste l'excitation. » Il sourit faiblement. « Peut-être, mais... » Quand Poirot rate quelque chose, c'est généralement parce que c'est effectivement le cas. Un visiteur de Brackendon Hall. Le lendemain matin, alors que nous prenions notre café, on frappa à la porte.
Une jeune femme de chambre de Brackendon Hall se tenait dans le hall, les mains crispées dans son tablier. « Pardonnez-moi, monsieur, dit-elle en saluant Poirot, mais je me suis dit que je devais vous apporter ceci. Je l'ai trouvé en débarrassant le bureau de mademoiselle Whitby. C'est une lettre, mais elle n'a jamais été envoyée. J'ai pensé que cela pourrait être important. » Poirot accepta l'enveloppe d'une main délicate. « Merci, mademoiselle, vous avez bien fait. » Après son départ, il l'examina attentivement. L'enveloppe était adressée à M. Thomas Whitby, avec une adresse à Londres. Le timbre avait été apposé, mais le rabat était descellé, comme si Clara avait été interrompue avant de pouvoir le refermer. Poirot sortit la feuille de papier et lut à haute voix. « Cher Tom, j'ai pris ma décision. Quand vous recevrez ce message, je leur aurai parlé. Je ne resterai plus ici comme prisonnier. S'ils ne me laissent pas partir, je dirai à Lord B exactement ce que je sais, et il n'aura alors d'autre choix que d'agir. Je suis désormais certain du rôle d'Éléonore dans l'affaire que je vous ai déjà évoquée, et je pense que vous serez surpris d'apprendre qui l'a aidée. Je vous écrirai de nouveau dès que ce sera fait. Ta sœur affectueuse, Clara. » J'ai sifflé. « Eh bien, ça confirme. Elle soupçonnait Lady Éléonore depuis le début, et elle pensait qu'Éléonore avait un complice. » Poirot hocha gravement la tête. « Oui. Et remarquez, Hastings, elle n'a pas dit « avait » un complice, mais « a ». Cela suggère que l'aide était continue. La question du complice. Mais le complice devait être Dane, dis-je. Qui d'autre cela pouvait-il être? Dane a livré la boîte, oui, approuva Poirot. Mais aux yeux de Clara, ce n'était peut-être pas suffisant pour susciter des soupçons. Un complice, mon ami, est quelqu'un qui agit avec détermination et connaissance. Dane a été manipulé, mais était-il conscient du poison? Je ne pense pas. Alors qui? Demandai-je. Poirot plissa les yeux. Il faut réfléchir. Qui dans la maison était suffisamment loyal envers Lady Éléonore pour agir en son nom, et avait l'opportunité de l'aider sans éveiller les soupçons? J'ai beaucoup réfléchi, mais aucune réponse n'est venue. Poirot tapota la lettre. Il est possible que Clara n'ait jamais eu l'occasion de le dire. Et c'est peut-être ce qui a motivé Lady Éléonore. Un retour sur scène. 2 jours plus tard, nous étions de retour à Brackendon Hall. Lord Brackendon, bien que visiblement las de la situation, nous reçut avec courtoisie. « Je pensais que tout était fini, » dit-il lorsque Poirot lui montra la lettre. « C'est presque fini, » répondit Poirot. « Mais il reste une mauvaise herbe dans votre jardin, monseigneur, et si on la laisse, elle risque de repousser. Je dois l'arracher. » Nous traversâmes la maison, Poirot avançant avec ce mélange particulier de loisir et de détermination qui le motivait toujours à chercher. Dans l'office, il s'adressa à Hollis, le jardinier auxiliaire, puis à Madame Roach, la gouvernante. Enfin, il demanda à voir la chambre de la femme de chambre de mademoiselle Clara, une jeune femme timide nommée Ivy Wells, la chambre de bonne. La pièce était petite mais bien rangée. Sur la commode se trouvait un assortiment soigné de brosses et de flacons, et dans un coin, une étroite armoire était ouverte, révélant des robes modestes. Le regard de Poirot se posa sur un carton à chapeau au pied du lit. « Puis-je » demanda-t-il. Ivy hocha nerveusement la tête. À l'intérieur se trouvait un chapeau de paille à large bord, orné d'un ruban de velours noir. Poirot le sortit, puis approcha le ruban de son nez. Il me jeta un coup d'œil et je vis une étincelle dans ses yeux. « Des amandes, » murmura-t-il. Ivy pâlit. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je n'ai jamais... » Poirot leva la main. « Calmez-vous, mademoiselle. Dites-moi, la veille du décès de mademoiselle Whitby, Lady Éléonore vous a-t-elle confié des courses ?» Ivy hésita. Elle m'a demandé d'aller chercher quelque chose dans la réserve, une petite boîte sur l'étagère du haut. Elle a dit que c'était juste pour les roses, pour qu'elles fleurissent plus intensément. La voix de Poirot était douce. « Et tu l'as emmenée au jardin ?»« Oui. Elle m'a dit de le donner à Monsieur Dane, en précisant que c'était pour les roses spéciales du parterre sud. » Je ne pensais pas. Sa voix se brisa. Je ne savais pas que c'était du poison. Le véritable complice. Lorsqu'Ivy fut emmené faire sa déposition à Barnes, Poirot se tourna vers moi. « Vous voyez, Hastings, Lady Éléonore n'a pas peint les pétales seuls.
Elle a préparé le poison dans sa chambre, mais c'est Ivy qui l'a apporté au jardin, et peut-être même manipulé les pétales sur les instructions de sa maîtresse. C'est pourquoi Clara a écrit qu'il y avait une complice. Elle avait vu ou deviné le rôle d'Ivy. Mais pourquoi Éléanore ne le ferait-elle pas elle-même? Pour la même raison que les généraux envoient leurs soldats au front, mon ami, pour que leurs mains restent intactes. Si quelqu'un était pris avec du poison, ce serait Ivy, pas Éléanore. La dernière pièce en place. Avant notre départ, Poirot demanda à Lord Brackendon de nous accompagner une fois de plus jusqu'à la roseraie. Les fleurs de velours noir, laissées à l'abandon depuis plus d'une semaine, commençaient à s'affaisser légèrement, leurs pétales autrefois parfaits se recourbant sur les bords. Poirot resta un moment à les observer. « Milord, vous souhaiterez restaurer la beauté de votre jardin. Mais rappelez-vous, mieux vaut trop tailler que pas assez. Une branche malade, si on la laisse, propagera son mal. » Brackendon hocha la tête d'un air sombre. « Je m'en chargerai. » Alors que nous retournions vers la maison, le pas de Poirot semblait plus léger. « Maintenant, Hastings, » dit-il avec satisfaction, « la page est tournée. L'histoire est terminée. » Chapitre 13. La note privée de Poirot. Nous sommes rentrés à Londres par une matinée ensoleillée mais plutôt froide, l'air chargé de la fraîcheur du début de l'automne. La ville s'éveillait dans son vacarme habituel. Le grondement des voitures sur les pavés, les vendeurs de journaux criant les gros titres, l'odeur des châtaignes grillées se mêlant à l'acidité de la fumée de charbon. Poirot était d'une humeur inhabituellement pensive. Depuis notre retour de Brackendon Hall, il était à la fois plus silencieux et, curieusement, plus méticuleux que jamais. Il passait des heures à réorganiser les tiroirs de son bureau, à polir son coupe-papier en argent jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, et à ajuster l'angle du même vase de chrysanthème de quelques millimètres. Le troisième soir après notre retour, je le trouvai assis à son secrétaire, écrivant dans un petit carnet relié en cuir. Sa plume s'exprimait avec une précision délibérée, chaque lettre formant une œuvre d'art. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en m'installant dans le fauteuil d'en face. Poirot leva les yeux avec un léger sourire. « Un compte-rendu privé, mon ami. J'ai l'habitude d'écrire ce genre de récit après une affaire particulièrement intéressante. Et celle-ci, elle présente de nombreux points intéressants. La nature du dossier. Je me suis penché en avant. Tu veux dire pour publication? Des mémoires? Non, non, Hastings. Ceci est réservé à mes yeux. Ce n'est pas à la vue du public, du moins pas avant mon départ. Voyez-vous, il y a des vérités dans chaque cas qui, si elles peuvent être utiles, ne sont pas toujours bienveillantes. J'étais intrigué. Tu veux dire qu'il y a des choses sur Brackendon Hall que tu n'as dites à personne? Exactement. Voyez-vous, la version officielle, celle que l'inspecteur Barnes présentera lors de l'enquête, est bien ficelée. Lady Eleanor, avec l'aide de sa femme de chambre Ivy, a préparé et exécuté le meurtre de mademoiselle Clara Whitby. Le mobile était clair, les moyens ingénieux, les preuves suffisantes pour le jury. Mais en réalité, mon ami, il y a des éléments que nous n'avons pas révélés. L'affaire de Lord Brackendon Poirot s'arrêta, trempa sa plume dans l'encrier et écrivit quelques lignes supplémentaires avant de continuer à voix haute. Par exemple, Lord Brackendon. Officiellement, il est considéré comme totalement innocent du crime, sauf qu'il a involontairement laissé sa femme s'en occuper. Mais je ne suis pas certain qu'il soit totalement innocent. Je l'ai regardé fixement. « Tu crois qu'il savait ?» La moustache de Poirot se contracta. « Je pense qu'il s'en doutait, et qu'il avait choisi de ne pas y regarder de trop près. Lorsqu'un homme confie une tâche à sa femme, et que cette tâche entraîne la mort ou un désagrément pour eux deux, il est commode pour lui de croire qu'il ignorait ses véritables intentions. Il m'a dit lui-même, Hastings, qu'il avait demandé à Éléanore de s'occuper de Clara. Il imaginait peut-être que c'était juste pour l'effrayer, mais au fond, peut-être, savait-il qu'elle était capable de plus. Il a écrit une autre phrase dans son livre. Ce savoir, vous le comprenez, n'est pas une preuve, mais c'est une tâche qu'aucun lavage ne pourra effacer complètement. » La question du Danois. « Et Dane ?» demandai-je. « C'était sûrement juste un fou amoureux ?»
Le regard de Poirot s'adoucit, mais à peine. L'amour de Dane pour Lady Eleanor a obscurci son jugement, certes. Mais j'ai découvert autre chose. Lorsqu'il a apporté la boîte à Clara dans le jardin, il a remarqué, il me l'a dit plus tard dans un moment d'inattention, que les pétales à l'intérieur étaient inhabituellement sombres et qu'ils dégageaient une légère odeur étrange. Il n'a pas demandé pourquoi. Pourquoi Hastings? Parce que demander aurait pu le forcer à voir ce qu'il préférait ne pas voir. Cela aussi est une forme de culpabilité. Il ferma brièvement les yeux comme s'il revoyait la roseraie. Je suis toujours curieux de voir combien de personnes, dans une affaire, ignoraient des choses qu'elles savent parfaitement, si elles étaient honnêtes. La position de la femme de chambre, et Ivy? Ivy est la plus tragique de toutes, dit doucement Poirot. Elle obéissait aveuglément à sa maîtresse. C'est cette obéissance qui la rendait précieuse aux yeux de Lady Eleanor, et qui la détruisait. Mais Ivy n'est pas une simple d'esprit. Elle a compris, je crois, quelques heures après la mort de Clara, à quoi elle appartenait. Son silence n'était pas dû à la loyauté, mais à la peur de perdre sa position, d'être rejetée sans considération. Pour une servante dans une telle maison, cette peur peut être plus forte que la conscience. Il ajouta une autre ligne au carnet. J'ai tout noté, mais cela ne figurera pas dans l'enquête. Barnes se contente de la version épurée. Le véritable motif Poirot posa sa plume et se laissa aller en arrière. Voyez-vous, Hastings, la véritable histoire de Brackenton Hall n'est pas seulement celle d'une femme qui tue pour protéger sa propriété. C'est l'histoire d'une famille entière prête, par de petits gestes, à laisser faire, soit en se détournant, soit en taisant, soit en aimant trop imprudemment. C'est pourquoi de tels crimes réussissent jusqu'à ce que les petites cellules grises les découvrent. J'ai hoché lentement la tête. Donc tout. Le monde était coupable d'une manière ou d'une autre. En quelque sorte, oui. La loi ne punit qu'une seule personne, mais la morale a un champ de vision plus large. Le détail final, Poirot hésita, puis ouvrit un tiroir du secrétaire et en sortit une petite enveloppe. Il en sortit un pétale de rose séché, d'un rouge profond, presque noir sur les bords. « Ceci, dit-il, vient de la fleur même dont les pétales étaient empoisonnés. Je l'ai gardé, non pas comme un trophée morbide, mais comme un rappel. La beauté peut tuer aussi sûrement qu'une balle, et l'arme la plus dangereuse est celle qui charme avant de frapper. J'ai regardé le pétale, délicat mais sinistre, et j'ai ressenti un frisson malgré la chaleur de la pièce. Et tu vas le garder ? Pour un temps. Ensuite, je le brûlerai peut-être. On n'a pas envie de garder du poison chez soi, même en si petite quantité. Les derniers mots de Poirot. Il ferma le carnet, le glissa dans le tiroir et le verrouilla. Voilà. L'affaire est close, tant aux yeux de la loi que dans les archives privées d'Hercule Poirot. Tandis qu'il se levait, je lui ai demandé « Penses-tu parfois aux gens après ? Que leur arrive-t-il » Le visage de Poirot s'adoucit. « Toujours, Hastings. Je pense au jardin de Brackenton Hall, à ce qu'il sera au printemps quand les nouveaux rosiers fleuriront. Mais je pense aussi aux racines sous la terre. Les mauvaises herbes essaieront de repousser. C'est pareil pour les gens. On peut éliminer le poison, mais la capacité à le contenir, c'est plus difficile à éliminer. » Il jeta un coup d'œil au petit vase de chrysanthème et en ajusta légèrement la position. La perfection, mon ami, est fragile, et une fois perturbée, elle n'est plus jamais tout à fait la même. Chapitre 14. La dernière floraison. Près d'un mois après les événements de Brackenton Hall, le dernier chapitre, tant factuel que sentimental, s'est déroulé. À ce moment-là, les journaux avaient relaté l'intégralité du procès de Lady Eleanor, le verdict et la sentence. Le public, comme à son habitude, avait dévoré chaque détail, avant de se tourner vers le scandale suivant. Poirot et moi étions passés à autre chose, mais je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui hantait son esprit. Un fil conducteur qu'il n'avait pas encore tout à fait dénoué. Il n'avouait jamais ouvertement de telles choses, mais je le connaissais assez longtemps pour en reconnaître les signes. Ses poses pensives,
sa façon de se tenir près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, et ce soupir occasionnel qui lui échappait sans qu'il le remarque. C'est par un doux après-midi d'octobre qu'une lettre arriva, son enveloppe lourde et couleur crème, scellée d'une cire vert foncé. L'écriture était élégante mais inhabituelle. Poirot brisa le sceau avec son coupe-papier en argent et la lut en silence, les sourcils légèrement haussés. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, curieux. « C'est de Lord Brackendon, » dit Poirot en posant la lettre sur la table. « Il nous demande de visiter à nouveau le manoir. Il dit qu'il y a quelque chose que je dois absolument voir avant le changement de saison. » Retour à Brackendon Hall. Nous arrivâmes 2 jours plus tard. Le manoir était toujours aussi majestueux, mais l'atmosphère avait changé. Les rosiers du jardin sud avaient été sévèrement taillés. Les massifs autrefois luxuriants étaient désormais nus, leurs tiges taillées en pointe. Les feuilles d'automne s'accumulaient au coin des allées de gravier, et la fontaine au centre de la pelouse avait été asséchée pour l'hiver. Lord Brackendon nous accueillit à la porte, l'air plus maigre et plus âgé que la dernière fois que nous l'avions vu. Ses cheveux étaient plus argentés, et son attitude était plus calme, presque réservée. « Merci d'être venu, monsieur Poirot, capitaine Hastings, » dit-il en nous faisant entrer dans la bibliothèque. « Je souhaitais vous parler avant la fin de l'année, pour mettre un terme à certaines choses. » Poirot inclina la tête. « Vous êtes aimable, monseigneur. Et comment allez-vous » Brackendon esquissa un petit sourire sans humour. « Comme on peut s'y attendre, la maison paraît plus vide, mais je suis déterminé à la maintenir en activité. Les jardins refleuriront au printemps, mais peut-être pas comme avant. » La question du jardin. Après un bref échange de politesse, Brackendon nous suggéra de sortir. Nous le suivîmes par la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, d'où la vue s'étendait des pelouses tondues jusqu'à la rangée d'arbres au loin. Arrivé à la roseraie, il s'arrêta. « J'ai fait enlever entièrement les rosiers velours noir, » dit-il. Je ne supportais plus leur vue. À la place, j'ai commandé une variété plus simple, des grimpantes robustes, rose pâle, rien de rare. Elles seront plantées au printemps. Poirot resta immobile un instant, son regard balayant les lits vides. Un choix judicieux, monseigneur. La beauté est dangereuse quand elle inspire l'obsession. La simplicité apporte la paix. Brackendon hocha la tête. C'est pour ça que je voulais que tu viennes, pour que le jardin ne soit plus le théâtre de telles choses. La confession non dite. Nous nous sommes assis sur le banc, celui-là même où le pétale empoisonné avait été trouvé. Il y eut un silence avant que Brackendon ne reprenne la parole, d'une voix plus basse. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit au procès, » commença-t-il. « Cette culpabilité prend de multiples formes. Vous aviez raison. Je connaissais le caractère d'Éléanore et son orgueil. Quand je lui ai demandé de s'occuper de Clara, j'ai choisi de ne pas trop m'interroger sur ce que cela pouvait signifier. Ce choix, cette fuite, m'a pesé. » Le visage de Poirot était indéchiffrable, mais sa voix était douce. « Voyez-vous, monseigneur, la loi ne trouve peut-être rien à redire à de telles pensées, mais la conscience, ah, c'est une autre histoire. C'est un jardinier qui taille sans pitié. » Le regard de Brackendon se posa sur les rosiers nus. « Je suppose que oui. Je vais devoir m'y faire. Mais je voulais que tu saches que je comprends mon rôle maintenant, même si personne d'autre ne le comprend. » Poirot inclina légèrement la tête. « Cette compréhension est une fleur en soi, monseigneur. Elle grandira si vous en prenez soin. » Une promenade à travers la mémoire. En rentrant vers la maison, je me suis surpris à jeter de fréquents regards vers Poirot. Il marchait plus lentement que d'habitude et semblait inhabituellement absorbé par son environnement. Quand je le remarquai, il sourit faiblement. « Hastings, mon ami, je me souviens simplement de lui. Chaque jardin a ses saisons. Celui-ci a connu la beauté, l'intrigue et la mort. Maintenant peut-être connaîtra-t-il un renouveau. Tu as l'air presque sentimental, ai-je taquiné. Il rit doucement. Presque, mon ami. Mais le sentiment, à petite dose, c'est comme la lumière du soleil. Il aide les fleurs à pousser.
La lettre dans le bureau. De retour à l'intérieur, Brackendon nous conduisit une fois de plus à la bibliothèque. « Il y a une dernière chose, » dit-il. D'un tiroir du grand bureau en acajou, il sortit une feuille pliée. « Ceci a été retrouvé parmi les effets personnels d'Éléanore après le procès, » expliqua-t-il. « J'ai pensé que vous devriez le voir. » Poirot l'ouvrit avec précaution. L'écriture était nette et maîtrisée, celle de Lady Eleanor. À ouvrir uniquement si je suis absent de Brackendon Hall. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai failli à ma mission de protéger ce que j'aimais. Sachez que j'ai fait ce que je croyais nécessaire pour préserver notre vie, pour préserver le jardin des mauvaises herbes. Je ne regrette rien, si ce n'est que vous ne comprendrez peut-être jamais que je l'ai fait pour vous. Poirot le lut 2 fois, puis le lui rendit. « C'est comme je l'espérais, » dit-il doucement. Jusqu'à la fin, elle s'est vue comme la jardinière, décidant quelles fleurs devaient rester et lesquelles devaient être coupées. Brackendon plia la lettre et la remit sur le bureau sans commentaire. Adieu à Brackendon Hall. Quand nous avons quitté le manoir plus tard dans l'après-midi, l'air était devenu frais et une brume basse commençait à recouvrir les champs. Alors que la voiture s'engageait dans l'allée, je me suis retourné vers la grande maison. La roseraie dénudée était visible depuis la route, ses massifs vides comme des cicatrices en attente de cicatrisation. Poirot, assis à côté de moi, resta étonnamment silencieux pendant la majeure partie du trajet. Ce n'est qu'à l'approche de Londres qu'il prit enfin la parole. « Hastings, sais-tu pourquoi je souhaitais revenir aujourd'hui ? Pour voir le jardin disparaître ? Ai-je deviné ? Ça oui, mais plus encore. Voir si l'endroit murmurait encore la mort. Et ce n'est pas le cas. Il murmure le changement. C'est important, mon ami. On ne peut pas porter le poison éternellement. » La dernière floraison. Ce soir-là, de retour à notre appartement, Poirot déposa un petit objet sur la cheminée. C'était une rose pâle et fraîche, bien différente des fleurs pourpres de Brackendon Hall. « Où as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé. « D'un vendeur du village près du hall, » dit-il. « Une fleur inoffensive, mais un rappel. La beauté sans malice peut exister si on la choisit. » Il recula, l'observant avec satisfaction. « C'est la dernière fleur de cette affaire, Hastings. Et maintenant, elle est peut-être close. » Et sur ce, Hercule Poirot, soigné, précis et légèrement sentimental, se détourna, laissant la rose pâle capter la dernière lumière dorée du jour.